Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui l'immense plaisir d'être avec Philippe Gabillier. Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir sur Génération Do It Yourself. Je suis ravi d'être là. Écoute, l'histoire, la genèse de cet épisode, alors on en parlait juste avant parce qu'on vient de se faire un café dans la cuisine de Cosa Vostra là, et puis un de nos collaborateurs Thibaut d'ailleurs de chez Set Me Up qui te regarde, qui se dit mais je le connais lui, et là il te dit mais vous avez pas fait une vidéo sur la chance, et voilà, et c'est ce lien en l'occurrence, alors tu vas me raconter un peu comment tout ça est arrivé, mais c'est ce lien qui fait que je reçois donc depuis 2 ans sur Génération Do It Yourself maintenant beaucoup d'entrepreneurs, des sportifs, des artistes. Et souvent, voire tout le temps, sont quand même des travailleurs chevronnés, des gens très créatifs, des gens qui lâchent aussi pas mal de choses, enfin de créativité, mais aussi potentiellement ils doivent lâcher des choses dans leur vie, ils doivent faire des sacrifices, ils doivent faire un certain nombre de choses. Et la bottom line est toujours la même. Bottom line, pardon, j'essaie de faire moins d'anglicisme, mais le fond du fond, quand on arrive, et souvent même c'est hors micro après, quand je demande mais qu'est-ce qui a fait vraiment la différence? Et à chaque fois ils me disent mais c'est la chance. Et à chaque fois je me dis mais j'ai du mal à me dire est-ce que tout ça est vrai, est-ce que tout ça est pas vrai. Donc je voulais qu'on parle de ça, mais avant tout ça, et puis de plein d'autres choses, parce qu'on va parler d'optimisme, on va parler d'audace, on va parler de changer de vie, et ça c'est hyper important pour ce que je fais dans ce podcast. Donc je suis encore une fois ravi aussi de parler de tout ça. Mais avant tout ça, Philippe, je vais te demander de te présenter. Ah bah écoute, ça va être un grand plaisir. Donc moi je suis Philippe Gabillier, je vais sur mes 61 ans. Je suis prof de psychologie sociale et de leadership. J'enseigne aussi dans les domaines du développement personnel. Et tout ça, je fais ça dans une grande école, qui est une grande école de management, à Paris, une des 3 parisiennes, comme on dit, qui est ESCP Europe, en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est mon activité, une de mes 2 activités principales. Mon autre activité principale est que je suis conférencier depuis de très très nombreuses années, donc je fais beaucoup de prestations de conférences en entreprise, sur les sujets d'ailleurs sur lesquels j'enseigne, ce qui est tant qu'à faire plutôt rassurant. Et à côté de ça, j'ai écrit un certain nombre de livres parce que j'aime ça, quoi. Donc j'en ai fait ces dernières années et je vais continuer à en faire le plus longtemps possible. Voilà. Tes livres pour les plus connus, en tout cas les plus récents, sont donc je mettrai tous les liens évidemment dans l'épisode. L'éloge de l'optimisme, l'éloge de la chance, l'éloge de l'audace et de la vie romanesque, et l'art d'échanger de vie. De changer de vie. C'est d'échanger, voilà. Non, c'est mon correcteur qui a fait un petit. Aujourd'hui, quand tu parles de prof de leadership, c'est un drôle alors tu avais dit de psychologie sociale et de leadership, mais qu'est-ce que c'est qu'un prof de leadership? Est-ce que ça s'apprend le leadership? Si tu veux, attention, on est sur un intitulé qui est institutionnel. Moi, de fait, aujourd'hui, je fais des cours de leadership parce qu'il se trouve que c'est un domaine de recherche en sciences de gestion. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, en particulier dans les organisations, quels sont les mécanismes qui font que des hommes et des femmes qui sont en responsabilité vont arriver à fédérer autour d'eux des gens, des énergies. Comment, dans un monde du travail qui n'est pas un monde fondamentalement bienveillant, comment se fait-il que des gens arrivent à donner envie, embarquer d'autres personnes avec eux dans un rêve, dans une histoire, dans un projet ambitieux? Comment tout ça fonctionne? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la personnalité? C'est-à-dire, certains appelleront ça le charisme, bien que c'est un peu compliqué, je trouve, de faire appel à un terme qui vient de la religion, si tu veux, pour parler de business, mais enfin, admettons. Et puis, qu'est-ce qui est lié aux circonstances? Qu'est-ce qui va être lié aussi au discernement des uns et des autres? Donc, en fait, dans le cours de leadership, il y a plusieurs angles d'attaque. T'en as qui vont étudier ça de façon très organisation, structure, les grands process, la culture d'entreprise, etc. Moi, je suis quand même très très spécialisé, de par mes origines en sciences humaines et en psychologie sociale, c'est sur le mode de comportement des individus. Quels sont les comportements, dans le fond, si je voulais vraiment simplifier, tu vois, quels sont les comportements dans le monde du travail qui font qu'on est plutôt quelqu'un qui donne envie
que quelqu'un qui coupe les ailes, quoi. C'est parce que l'idée fondamentale, elle est là. Étant prof dans une grande école, j'ai pas un grand nombre d'heures de cours avec des étudiants. Moi, j'interviens beaucoup avec ce qu'on appellera des adultes, donc des managers, des dirigeants, au-dessus de 30 ans en tout cas, tu vois, donc des profils type executive MBA, master spécialisé, etc. Donc voilà, moi je travaille plutôt sur ces sujets-là et dans une optique vraiment de développement, comment tirer parti de vos propres forces, d'abord comment les identifier, comment identifier les situations qui, pour vous, peut-être, pourraient être des opportunités, parce que tu vois, tu parlais tout à l'heure de la chance. La chance, je dirais, bien sûr, n'existe pas en tant qu'une espèce de pouvoir comme ça supérieur que certains auraient et d'autres pas, bien sûr que non. La chance, c'est d'abord une conduite. C'est un comportement, c'est une attitude par rapport aux événements et en particulier, c'est une attitude par rapport aux événements inattendus. On pourrait presque dire que c'est le chanceux, c'est un homme ou une femme qui a une capacité supérieure à la moyenne à rentabiliser l'inattendu. Voilà, c'est ça en fait. Donc c'est plutôt un travail de perception, tu vois, c'est quelqu'un qui va percevoir le monde en mode ouverture, possibilité, et qui, bien évidemment, va avoir une vraie capacité à recycler, en particulier quand ça tourne mal. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est de recycler les difficultés, de recycler les échecs, de recycler le non. C'est des grands recycleurs, tu vois, les chanceux. Mais tout ça, c'est du comportement. C'est génial. Quelqu'un qui vous dit, ah oui, moi j'ai de la chance au sens où, voilà, je suis né sous une bonne étoile. Alors c'est pas moi qui le dis. Hein, je peux te dire, c'est le Dalai Lama qui pourtant est pas un homme dans une rationalité totale, mais qui dit quand même, personne ne naît sous une mauvaise étoile. Mais il dit, malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas lire le ciel. Et c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on est d'abord sur une logique perception, action, quoi. C'est très beau. Une capacité supérieure à la moyenne à rentabiliser l'inattendu, c'est hyper intéressant. Alors on va revenir sur la chance, mais si je reste sur le leadership et ces questions, est-ce que tu as vu ou est-ce que tu peux devenir un leader alors que tu l'es pas intrinsèquement? Est-ce que c'est... C'est-à-dire que, alors, si tu veux, là, on est face à un grand malentendu, qui est que les gens qui veulent développer leur leadership croient souvent au départ que pour développer son leadership, il faut d'abord et avant tout travailler sur soi. Parce qu'on se dit, voilà, il faut que je travaille sur mes capacités, quoi. Il faut que je vais aller prendre des cours de prise de parole. Je vais me faire relooker. Je vais faire des cours aussi de théâtre de façon à avoir une présence physique, etc. Il faut admettre que c'est pas idiot. Et ça peut être un petit plus. Bon. Mais la vraie question aujourd'hui du leader, à l'échelle, tu vois, des gens que je rencontre moi, c'est-à-dire, on est sur des logiques de carrière. Oui. Aujourd'hui, développer son leadership, et ça, c'est la première chose que je dis, moi, quand mais ça, tu comprends bien que tu vas comprendre pourquoi je peux pas dire ça à des jeunes qui ont 22 ans, parce qu'ils me diraient, mais de quoi ils parlent, l'autre? Bon, je peux dire ça qu'à des gens qui ont déjà au moins commencé à travailler. Je leur dis, écoutez, les amis, si vous voulez développer votre leadership, c'est très simple. Vous ne devez jamais cesser, dans les années qui vont venir, de vous rapprocher de la situation qui fera de vous un leader. C'est-à-dire que le développement de son leadership, c'est d'abord identifier le type de situation dans lesquelles, de par notre personnalité, de par nos compétences, on a la crédibilité, on a l'impact. Tu vois, moi je pense que dans un environnement académique, universitaire, quand il s'agit de lancer des produits de formation innovants, etc., j'affirme, je suis reconnu comme ça, moi je suis un leader dans ce domaine-là. Mais attention, je suis un leader que là, hein. Si tout d'un coup je disais, ah bah tiens, moi je suis un vrai leader, j'ai créé des boîtes et tout. Ah non. Moi si je devais être entrepreneur, je m'y serais mis avant, puis ça m'intéresserait. Je m'y suis pas mis, bah ça m'intéresse pas. T'es pas leader dans l'aéromodélisme, quoi. Ah bah non, bah, je suis pas leader dans plein de trucs. Enfin, bon. En revanche, je suis dans des situations aujourd'hui dans lesquelles mes capacités font de moi un leader. Mais attention, faut là aussi préciser, c'est une vieille rengaine des cours de management. C'est pas parce que je peux être considéré et suivi par des gens que je suis un bon manager. C'est-à-dire que moi, tu vois, en perso, en termes piloter une activité, les budgets, le suivi, machin, jamais. Mais quand je dis jamais, c'est never. Je sais pas compter, de toute façon. Bon. Donc, j'ai toujours aussi su m'entourer de gens qui avaient ça. Parce que moi, je l'ai pas. Donc, je dois absolument créer une relation de confiance avec des gens qui ont ces compétences-là. Parce que
autant je pense avoir une capacité de leadership dans ces univers académiques, moi je suis un manager très médiocre, enfin pour pas dire nul, quoi, parce que c'est pas mon truc, quoi. Donc il faut être très très clair sur ce qu'on veut faire. Et développer son leadership, ça va être effectivement comprendre le type de situation, alors les situations, je dirais à challenge, tu vois, pour lesquelles on est fait, là où on va vraiment attraper la lumière, comprendre aussi le type de gens qui nous suivent. Moi, je pense qu'il y a des personnes, des types de personnalités, ils vont me rencontrer, ils vont dire, tiens, ce gars-là, c'est intéressant de bosser avec lui. D'autres, ils vont dire, ce type-là est un fou dangereux, quoi. Il va pas. Donc, doit développer son leadership. En gros, c'est d'abord s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, et soit à la fin. D'abord, c'est quoi le genre de situation dans lesquelles moi je peux faire la différence? C'est quoi les gens qui aiment travailler avec moi et pourquoi? Quel type de relation de confiance je crée avec autrui? Et puis, accessoirement, si je devais, moi, travailler sur moi perso, il faudrait que je sais pas, moi, que je me forme, mais à quoi? Mais on verra ça après. Et il y a un lien quand même intrinsèque avec tes qualifications, tes qualités, ton expertise. Je veux dire, si où tu peux être leader dans un truc où tu connais rien. À mon avis, alors là, je vais te dire, moi, au fil de ma carrière, j'ai beaucoup bougé là-dessus. Parce que j'ai changé d'avis 10 fois là-dessus. Moi, j'étais persuadé au départ que il fallait quand même un minimum de compétences. Après, je me suis retrouvé, moi, à être en situation de leadership dans des domaines où j'avais pas obligatoirement la compétence. Je mentirais en disant que j'ai fait des étincelles. Donc, je dirais, il faut peut-être avoir la compétence. Et en fait, je me suis rendu compte, sur le tard, que la compétence, c'était en fait un élément parmi d'autres, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faut toujours, quel que soit le domaine dans lequel on est, être capable de générer, tu vois, un certain niveau de crédibilité. Donc, la crédibilité peut passer par l'expérience, la crédibilité peut passer par l'antériorité, la crédibilité peut parfois, dans certaines, passer juste par toi, par ta personnalité. Tu es l'homme ou la femme de la situation dans ce domaine-là. On serait incapable d'expliquer pourquoi, mais c'est un fait. En tout cas, l'horreur absolue, c'est le manque de crédibilité. Et tu peux de facto te retrouver dans une situation où tu as la compétence, mais t'es pas crédible. Alors là, pourquoi? Parce que voilà, on est aussi porteur d'une histoire, d'une réputation. Il faut bien comprendre aussi que nos ressources dans la vie professionnelle, en particulier à haut niveau, nos ressources, c'est bien sûr notre personnalité, incontestablement. Bon, elle est ce qu'elle est et il vaut mieux faire avec. C'est-à-dire le gars qui te dit je vais changer ma personnalité, t'oublies. Il vaut mieux se dire avec la personnalité qui est la mienne ou ce que je pense être la mienne aujourd'hui, quels sont les types de situations dans lesquelles je vais cartonner et les types de situations qu'il vaut mieux que j'évite. S'il est plus facile de changer la situation que de changer ta personnalité. Ensuite, mes expertises, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais vraiment bien faire? Où est-ce que je suis bon? De fait. Ensuite, ma réputation, c'est quoi? Quelle est l'impression que je crée? Bon, et d'ailleurs, c'est dur de savoir ça. Non, c'est pas dur si on est à l'écoute et si on est prêt à entendre les choses. Alors, dans les entreprises, on a réglé le problème, si tu veux, avec des processus RH, genre le 360, où tu vas avoir des tas de gens qui vont te renvoyer des choses plus ou moins agréables sur la façon dont ils te perçoivent. Il faut bien comprendre que la perception, à partir d'un certain nombre de retours, c'est le réel. Oui. C'est-à-dire que quand tu as un seul type qui te dit que tu te comportes pas bien, bon, c'est un mauvais coucheur. Quand tu as sur le fait que tu te comportes mal en réunion, par exemple, et que tu parles mal à tes collaborateurs, t'as 30 retours, c'est pas un complot, quoi, tu vois. Ça veut dire que tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu as une façon de fonctionner qui manifestement va choquer les gens. Donc tu as ça, tu as aussi tes réseaux, tu vois, tu as aussi ton système d'information. Tu as beaucoup de ressources, en fait, et on peut travailler là-dessus. Donc, alors après, la question, c'est est-ce qu'il existe vraiment des personnalités qui contre-indiquent tout leadership? Alors là, il faudrait faire il faut avoir un point de vue de psy, si tu veux. Il est clair que les personnalités évitantes, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas jamais décider, qui veulent jamais se confronter, qui veulent... ça va être compliqué, je dirais, d'être leader dans un domaine comme ça, parce que la question, c'est, mais dans ce cas, si je suis comme ça, qui me suit? Il y a une question vraiment de décision dans le leader. Ah bah oui, il y a aussi parce que il y a rien de pire que le leader qui va te faire rêver, et puis il passera jamais à l'acte, quoi. C'est compliqué. Tu as aussi dans les leaders. Ça, c'est le problème de celui qui apprend à très bien parler et puis qui parle bien. De toute façon, on peut être un séducteur et un lanceur de rêves extraordinaire, mais derrière, il va falloir, comme on dit aujourd'hui, c'est dans le jargon, délivrer, quoi.
délivrer de l'anglais. On reconnaît le conférencier en toi, hein, parce que je vois que tu es capable de rebondir sur tes propres questions en plus. Donc, il va falloir que je te muselle peut-être. Hein. N'hésite pas à me museler. Et mais pardon, c'est intéressant. Tu disais donc c'est jamais cesser, donc développer son leadership, c'est ne jamais cesser de se rapprocher de la situation qui fera de vous un leader. Ouais. Si je reprends ton parcours personnel, tu me disais par exemple tout à l'heure que tu as fait 50 de grosses têtes. Grande gueule, de grandes gueules, pardon. De grandes gueules, oui, les grandes gueules sur RMC. Les grosses têtes, c'est chez RTL. En fait, il faut que tu me racontes, tu es parisien toi, Philippe ? Non, pas du tout. Moi, je suis bordelais, moi, d'origine. D'accord. Là, je suis né à Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux, j'ai quitté Bordeaux en 84. Après, j'étais universitaire, moi, au départ. Je suis vraiment un universitaire pur et dur. Hein. J'ai fait Sciences Po à Bordeaux. J'ai fait des 3e cycles en analyse politique, en sociologie politique, en psychologie du pouvoir, enfin, des choses comme ça. Donc, quel but ? Je n'avais pas de but. Moi, ou alors je pourrais m'amuser à me reconstituer un parcours, mais qui n'existe pas. Ouais. Moi, au départ, si tu veux, la seule chose qui m'intéressait dans la vie, mais vraiment, hein, tu vois, j'avais eu mon bac très jeune avec mention, mais dans les années 60. Très jeune, c'est quel âge ? Je venais d'avoir 17 ans. 16 ans et des brouettes. Je l'ai passé à 16 ans, je l'ai eu à 17. Et moi, à l'époque, la seule chose qui m'intéresse, c'est le théâtre. Ma mère, à la limite, tu vois, était pas contre, quoi. Elle voyait bien son fils à la rentrée de 75, de septembre, passer le concours pour essayer de rentrer à la rue Blanche, tu vois, des choses comme ça. Le problème, c'est que moi, je suis un milieu protestant, tu vois, bordelais, un peu bon. Et mon père, quand on lui a dit ça, il a pété une durite, hein, comme on dirait aujourd'hui. Il m'a dit, écoute, t'es gentil, mais bon. Il va commencer. Non, pas du tout. Il va me dire, tu vas faire Sciences Po et l'ENA. Il avait rajouté comme tout le monde. Et puis après, on verra. Alors, il est clair que j'ai fait Sciences Po, l'ENA, non, ça n'avait pas été jusque-là. Et j'ai fait de la recherche parce que moi, je m'occupais. J'ai toujours été frappé par ça. C'est à la fin de ses mémoires, Casanova a une phrase extraordinaire. Il dit « Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé ». Moi, je me suis toujours dit, si j'arrive à faire des choses qui m'amusent, je devrais arriver à être performant. Et si je fais des choses qui m'amusent pas du tout, ça pourrait être des étapes éventuellement, parce qu'il faut savoir en passer par là, mais ça pourra jamais être du durable. Mais j'ai toujours fait, tu vois, on était sur des opportunités. Moi, pourquoi j'ai quitté Bordeaux ? Parce que j'ai une de mes clientes à Bordeaux qui m'a présenté son fils, qui montait une boîte de conseil sur Paris, qui cherchait des consultants atypiques. Moi, je connaissais pas je savais pas ce que c'était, moi, le métier du conseil. Le gars, on a sympathisé instantanément, il m'a embauché. Et je me suis retrouvé, tiens-toi bien, à faire du conseil en développement et en performance de force de vente, alors que j'ai aucune connaissance en business, j'ai jamais fait d'école de commerce, j'y connaissais rien. J'ai tout appris. Moi, je suis un autodidacte, mais alors, quand je dis autodidacte, je suis un autodidacte hyper diplômé. Je suis docteur en sciences de gestion, mais j'ai jamais fait de gestion, et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul, mais je peux vraiment dire tout seul. Et après, je suis parti en entreprise, t'imagines ? J'ai été embauché par la Caisse des dépôts, après avoir été consultant. J'avais formé les gens, c'était la CNP, une grande compagnie d'assurance, ils m'ont embauché. Mais pourquoi, comment ? Enfin, je veux dire, parce que j'étais un animateur, moi. Ouais. Donc, ils cherchaient un gars pour animer les équipes, etc. Ils m'ont embauché. C'est ce qui marche dans la vente, ça, non ? Oui, puis de toute façon, j'avais découvert que j'étais un excellent vendeur, en n'ayant jamais fait d'études de vente, tu vois, mais je savais faire ça, Mais j'étais pas fait pour ça. On était c'était pas ma vocation, tu vois, mais j'étais dans du divertissement. Je m'amusais. C'était de divertissement pascalien, tu vois. Et pourquoi tu étais un bon vendeur ? J'en sais rien, mais parce que j'ai toujours été très, très, très à l'aise à l'oral. Ma grand-mère me reprochait souvent, elle me dit, si jamais n'oublie pas, je suis de milieu protestant, moi, elle me dit, donc si tu n'es pas honnête, elle me dit, tu deviendras un escroc. Tu as un talent maléfique, c'est que quoi que tu dises, les gens te croient. Je trouve ça formidable. Alors moi, je m'étais dit, tiens, peut-être que ça pourra m'aider dans la vie, etc. On verra ça. Et en fait, vraiment, le pivot, mais ça a été vraiment un pivot. Je réponds, j'étais à la Caisse des dépôts, je suis viré pour d'excellentes raisons, d'ailleurs j'étais pas du tout au bout de 2 ans de la Caisse des dépôts, gentiment d'ailleurs, parce que je reste consultant chez eux, mais bon. Et moi je fais des conférences, comme je t'ai dit, hein, j'ai commencé très jeune à faire des conférences, j'ai commencé à faire des conférences, j'avais 28 ans. T'en faisais déjà à la Caisse j'en faisais déjà quand j'étais consultant avant. Et c'était en plus de ton métier. Oui, puis ils étaient d'accord, simplement ils m'avaient dit, pendant que vous êtes chez nous, vous les faites pas payer trop cher, quoi. Voilà, d'accord. En gros. Et donc moi je fais des conférences, tout va bien, quoi, tu vois, je suis marié, j'ai pas d'enfant, je mène une vie, je suis dans Paris, tout va bien. Et je réponds à une annonce dans Le Monde, ESCP cherche enseignant-chercheur. Je réponds. Je rends mon CV, tout ça, je me dis, être prof dans une grande école, le rêve et tout ça.
Je réponds, et le SCP à l'époque me répond, ben non monsieur, on est désolé, votre profil c'est pas tout à fait ça. Le SCP c'est une école, donc Subdeco Paris, c'est une école publique. C'est l'une des trois parisiennes, c'est celle où je suis aujourd'hui. Ça dépend de ça dépendait à l'époque de la chambre de commerce. C'est plus le cas. Ça a changé de statut, le statut c'est privatisé là l'an dernier, mais avec un actionnaire unique pour l'instant qui est la chambre de commerce de Paris. Et donc on me dit, ben non, on peut pas. Je dis, ben non, parlons plus, voilà, c'est une opportunité qui n'aura pas lieu. Et c'est quelqu'un de la SCP qui me rappelle quelques temps après, me dit, écoutez, est-ce que vous avez du temps? On cherche des gens pour faire des vacations. Et j'ai commencé à faire des petites vacations à l'ESCP. Ma chance, c'est que j'habitais à côté. J'ai même pas fait exprès. Et de fil en aiguille, je suis devenu... voilà, j'ai fait mon trou à l'ESCP, j'ai créé des programmes, j'ai passé ma thèse, tardivement, et je l'ai passée. Puis un jour, donc en 2004, on m'a dit, bah, écoutez, voilà, allez, maintenant, vous êtes membre du corps professoral et on vous recrute. Et là, j'ai vraiment été dans mon élément, tu vois, parce que moi, j'entretenais un rapport pas simple à l'autorité. Tu vois, j'aimais pas ça, j'aimais pas rendre des comptes, etc. Et quand t'es prof dans une grande école, on te demande de créer de la satisfaction autour de toi, parce que on vit quand même par la satisfaction créée chez les étudiants. On demande aussi moi j'ai vendu des très beaux programmes de formation à l'école, mais j'étais vraiment dans mon élément, moi, tu vois, dans le monde de l'enseignement supérieur. Moi, tu me mets en face d'un amphithéâtre, tu me mets, c'est comme quand je fais une conférence, quoi. Je suis dans mon élément. Je suis vraiment dans mon élément. Et tu sais, la définition de l'élément, c'est, tu es dans ton élément quand tu es quelque chose, tu sais bien le faire, tu aimes quand tu le fais, et tu es toujours prêt à progresser dessus. Quand tu as les trois critères, j'aime, ça m'éclate, et je suis prêt à toujours faire mieux, tu es dans ce qu'on appelle ton élément, et là, je suis vraiment dans mon élément. C'est intéressant, ces trois critères. J'essaie de les noter. Ce que j'aime beaucoup chez toi et dans les livres qu'on va lire, que j'invite tout le monde à lire d'ailleurs, c'est qu'il y a un côté en fait sur les sujets que tu abordes. Par exemple, tu as utilisé un mot tout à l'heure en te présentant qui était le développement personnel, qui dans certains milieux est presque un gros mot. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté un peu, les livres de développement personnel, c'est des trucs de mais à juste titre, hein, faut reconnaître, hein, c'est pas, voilà. Oui. Et à la fois, moi, je trouve que dans toutes les choses que tu dis, quand on regarde les différentes vidéos que tu as pu faire, dans toutes les choses que tu écris, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup d'histoire en fait aussi. C'est plein de cultures. Tu vas aller chercher, tu vas parler de Pangloss, tu vas parler de Voltaire, tu vas parler de différentes personnes d'où vient l'optimisme. Quand est apparu ce mot et l'étymologie, mais aussi l'usage dans les temps plus modernes, un certain nombre de choses qu'on voit pas en fait dans tous ces clichés de bouquins américains sur lesquels d'ailleurs moi je crache pas non plus parce que je trouve qu'il y a des bons bouquins, des choses qui sont assez intéressantes, mais il y a je trouve que il y a un côté très français dans ton approche finalement qui est intéressant, que je revendique. Alors français je sais pas, mais en tout cas européen, oui, au sens des racines, oui, probablement. Parce que moi je pense que la caractéristique du développement personnel, c'est pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit d'abord ancré, je pense, pour un individu, hein, qu'il soit ancré culturellement, pour la plupart d'entre nous, et puis qu'il soit fondé, c'est-à-dire que il suffit pas d'affirmer des trucs en disant voilà, on sait que y a qu'à, si vous voulez être plus heureux, faites ceci, faites cela. Il y a toute une littérature de l'injonction et du développement personnel de bistrot, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est assez facile à identifier. La littérature de développement personnel est une littérature qui est très 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 répétitive. C'est-à-dire qu'en fait, tu as beaucoup de gens qui achètent des bouquins pour y retrouver la confirmation des mêmes idées. Et ce qui est toujours intéressant, c'est quand on arrive à trouver un bouquin de développement personnel qui est parfois un peu surprenant, par exemple, tu vois. Ce qui n'est pas le cas de la littérature américaine. Enfin, pas toujours. D'ailleurs, elle est même souvent répétitive dans le même bouquin. C'est un peu répétitif dans le même livre, tu vois. Ça ressasse un peu. En revanche, dès l'instant où tu tombes sur un bouquin, même si c'est simple, tu vois, qui va te donner envie de changer un truc dans ta vie, c'est pas mal. Parce que ce qu'on appelle le développement personnel, c'est quoi? C'est d'abord un travail d'optimisation de soi. C'est-à-dire faire en sorte de mieux faire avec ce qu'on a. Et surtout, je reviens là aussi, ne jamais cesser, parce qu'on l'a dit dans le monde du travail, mais c'est dans tout le domaine de la vie, ne jamais cesser de se rapprocher de ce pourquoi on est fait. Et tout faire, et faire en sorte d'être quelqu'un, de rester comme quelqu'un qui marquera
positivement le parcours des hommes et des femmes qu'il a rencontrés. Parce que, tu vois, on est la grande... moi, je veux bien hein, la grande réflexion autour du sens de la vie, etc. Moi, je veux tout ce qu'on veut. Par rapport à ça. Mais faut être un peu factuel quand même, tu vois. Le sens de la vie, le sens, c'est la direction. Où je vais et où j'amène les autres. C'est l'utilité, ou du moins la raison d'être. À quoi ça rime ce qu'on est en train de faire. Et ce que les gens oublient parfois, c'est que le sens de la vie, c'est la sensation aussi. Hein. C'est-à-dire quel type d'expérience sensorielle, non seulement je vis moi dans ma vie, mais je fais vivre aux autres. Donc c'est tout ce qui donne le sens de la vie, c'est qu'est-ce que une fois que je serai plus là, les gens c'est vivre avec lui ou avec elle, c'était comment, travailler avec lui ou avec elle, c'était comment, en quoi cet homme, cette femme, moi, au moment de ma vie où j'étais, il ou elle m'a fait bouger. En dehors de ça, je vois pas ce que ça peut être le sens de la vie, hein, honnêtement. Tu parles donc un peu des interactions et de la marque que tu laisses auprès des autres, et de la marque potentiellement positive. Que j'essaye. Oui, que t'essayes, mais en tout cas, peut-être que les gens devraient, ou enfin, dans l'absolu. Je sais pas si c'est dans ton univers d'expertise, mais j'ai eu pas mal de fois ce débat sur le côté équipe versus individuel et bon versus mauvais. Alors quand on lit ce que tu écris, en l'occurrence, je me doute que tu vas pas me dire qu'il faut être très individualiste et mauvais pour réussir, mais j'ai quand même pas mal d'amis ou de gens que je connais qui pensent que si tu es bon dans le business, tu te fais forcément bouffer. Quand je dis bon, c'est pas bon en termes de compétences, c'est si tu essayes d'être vertueux, si tu essayes de laisser cette empreinte positive auprès de tout le monde, que ce soit tes collaborateurs, tes fournisseurs, tes clients. C'est-à-dire que après il y a la notion de vertueux, si tu veux. Si tu es vertueux dans un monde qui l'est, je vois pas où est le problème. Tout ce qui va créer de la tension, du challenge, du défi, c'est lorsque tu vas avoir une attitude. Mais toi, tu dis que le monde du travail n'est pas vertueux, quelque part, non ? Non, le monde du travail. Mais le monde du travail peut pas être vertueux. En tout cas, le monde du travail, déjà. Alors là aussi, le travail, tu vois, quand on en parle, nous, on est français, tu vois, on est francophones tous les deux. On parle de ça. On aurait fait la même émission il y a 2 siècles et demi. Ou même, non, plutôt, il y a 2 millénaires et demi, tu vois. Imagine, on a une émission de radio comme ça, mais on est à Rome. On est à Rome du temps de Jules César. Et on parle de ce dont tu es en train de parler là. Déjà, il aurait fallu que je te dise, alors, le travail, on parle de quoi ? De labor, de ars ou de opus ? Parce que ça, c'est les 4 façons de penser le travail. C'est à labor, c'est vraiment, tu vois, la terre, quoi. Faut y aller, quoi. On bosse, quoi. Je suis mon écran toute la journée, je porte mes paquets, bon. Ars, c'est le plombier qui vient chez toi, qui va te faire ta réparation, le gars, l'artisan, le prof qui va s'inventer un cours pour ses étudiants. Bon. Et puis après, t'as opus, l'œuvre. C'est-à-dire quoi que tu fasses, c'est t'as l'impression tu le mets vraiment super haut, tu vois. Donc, ce qui pose problème, c'est l'abord aujourd'hui, la caissière, l'hôtesse de caisse ou l'hôte de caisse, le travail encore une fois répétitif. On est dans un monde aujourd'hui où il y a que 2 trucs qui comptent, l'efficacité et l'efficience. Et on se rend compte que l'efficience, c'est-à-dire optimiser coûte que coûte les moyens pour une efficacité toujours plus grande, ça crée de la tension, et en particulier, ça crée de la tension humaine. Voilà, c'est comme ça, on peut le regretter, et d'ailleurs, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été créés dans les entreprises pour essayer de contrer ça. Mais tu vois, tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le bonheur au travail, le bien-être, le machin, etc. À un moment donné, t'as envie de dire, écoutez les amis, mais dans le fond, c'est quoi être bien dans son travail ? Mais être bien dans son travail, c'est faire un travail donc plutôt, enfin aussi intéressant. Et quand il n'est pas intéressant, au moins qu'on voit à quoi il sert. Premièrement. 2, être dans un environnement de respect et de considération, non seulement avec ses collègues, mais avec ses et accessoirement avoir le sentiment qu'on est traité de façon équitable et juste. Point barre. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un travail qui voit à quoi il rime, qui est traité avec respect et considération, et qui pense qu'il est dans un environnement équitable et juste, mais le problème du bien-être au travail, il est réglé. Hein. Du moins, il est réglé du point de vue de l'entreprise. Parce que on est dans un monde aujourd'hui, on est à Paris, nous, ici. On parle depuis Paris. Mais imagine, t'as un super job, tu vois, t'as un super job de consultant. Mais vraiment le beau job, tu vois, bien payé, t'es un jeune, tu vois. Bon.
Et t'as deux jeunes qui sont dans une tour à la Défense. Voilà, ils sont là tous les deux. Et puis pourtant, ils font le même job, tout. Leur patron est tout pareil avec eux. Et pourtant, il y en a un des deux qui a l'air plus... Mais attends, le problème, c'est qu'il y en a un des deux qui habite Rueil-Malmaison, c'est-à-dire en fait à 2 kilomètres de la Défense, tu vois, et qui vient en trottinette électrique tous les matins, et avec sa copine, ça se passe super bien. Et l'autre à côté, lui, il habite en banlieue est de Paris, il se tape 1h15 de transport en commun debout, aller et retour, et en ce moment avec sa copine, ça se passe pas très bien. Ça veut dire que le vécu du travail de ces deux hommes ou de ces deux femmes va être en grande partie impacté par des éléments qui sont extra-professionnels. Donc on est sur des situations extrêmement complexes. C'est trop facile de dire, vous allez voir, je vous mets des canapés, Frestagada pour tout le monde, on se fait des massages, le masseur vient au bureau, et puis tous les mercredis... c'est bien, c'est super, c'est un plus, mais ça n'a jamais permis, tu vois, de créer une atmosphère durable de bien-être au travail. C'est confondre la cosmétique avec la qualité réelle, tu vois, de la peau ou de la personne, quoi. C'est vrai. Dans tes thématiques, donc la dernière que tu as abordée sur ton livre de 2018, c'est l'art de changer de vie, et donc pas d'échanger de vie. L'art de changer de vie, pourquoi tu vas là-dessus? Alors, on voit quand même une dans tes 3 premiers livres, alors c'est un peu lié, mais sur les 3 premiers, ils sont clairement liés. Quand on voit de loin, on se dit la chance, l'optimisme, l'audace. Il y a quand même des thématiques qui m'intéressent particulièrement, parce qu'on parle ici de gens qui sont vraiment autour de ça, entrepreneurs, sportifs, artistes, des gens qui croient en eux. Il y a un moment où il faut de l'audace, il faut de l'optimisme, il faut un peu de chance. On reviendra sur ce point de la chance. Changer de vie. Si tu veux, je vais simplifier un peu le truc volontairement de façon provoque, mais toi et moi, on a un point commun, c'est que chacun d'entre nous, on est la personne avec qui on va passer le plus de temps dans notre vie, tu vois. Donc, voilà, cette vie. Alors là, ça va être le moment où on va plomber l'ambiance, mais c'est nécessaire d'avoir ça en tête. On peut vivre sur la croyance en d'autres vies, etc. C'est possible. Mais l'hypothèse qui est la plus intéressante ici et maintenant, à la fois pour moi et pour créer de la valeur pour les autres, c'est l'hypothèse d'unicité. C'est-à-dire que l'hypothèse d'unicité, c'est il n'y a jamais eu personne, et il n'y aura plus jamais personne, qui ait à la fois mon apparence physique, mon caractère et mon histoire. Donc, toi et moi, on est 2 instants uniques dans l'histoire de l'univers. Mais instant unique dans l'histoire de l'univers, ça ne veut pas dire que on n'est pas immortel, quoi, tu vois. Donc, pour être clair là aussi, tu vois, nous, on peut espérer une belle vie de 90 ans, pleine d'énergie et tout ça, c'est très, très, très faisable aujourd'hui. 90 ans, c'est super, mais c'est 33 000 jours, quoi. C'est 780 000 heures. D'accord. Donc, il y a un début, un milieu et une fin, quoi. Donc, il faut optimiser ça. Et moi, j'ai toujours, dans le fond, travaillé, mon fil rouge depuis toujours, ça a été comment est-ce qu'on peut être au fil de sa vie, le meilleur entrepreneur de soi possible pour les autres, pour la société et accessoirement aussi pour soi-même, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se traite mal, quoi, tu vois. Être entrepreneur de soi, c'est-à-dire se considérer soi-même comme étant un portefeuille de ressources intellectuelles, de ressources morales, de ressources psychologiques, affectives, un portefeuille de ressources qui va être optimisé en fonction d'opportunités de vie et qui aura comme finalité de créer de la valeur économique, pourquoi pas, parce que bon, on n'a pas besoin de crever de faim, de la valeur sociale, de la valeur humaine, de la valeur d'amour, d'amitié, de complicité, tu vois, donc partant de là, l'art de changer de vie, ça signifie que d'abord, paradoxalement, on peut pas changer de vie. C'est-à-dire que toi, on en a une, il faut aller jusqu'au bout, quoi. En revanche, je peux changer quelque chose dans ma vie qui va faire bifurcation et qui va peut-être me mettre sur une autre histoire. Alors, dès le départ, d'ailleurs, le changement de vie, ça se joue, si tu veux, sur 2 logiques. Tu as des gens, ils changent de vie parce qu'ils sont forcés. Pépins de santé grave, rupture amoureuse dramatique, accident. Bon, parfois, le changement s'impose à moi et va m'obliger à un travail de reconfiguration de mon vécu, parce que ce changement que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas demandé, il s'est imposé à moi. Et donc, parfois, des gens sont malheureux parce que alors que leur vie, c'est chargé de changer tout pour eux, ils veulent pas l'admettre. Ils disent non, on va continuer comme avant.
Mais si ce n'est que pour pouvoir continuer comme avant, il va falloir changer des choses. D'une façon générale, soit le changement, il me tombe dessus, ou bien ça a mûri, et je me dis à un moment donné, tiens, moi, soit parce que je l'ai mûri, j'en ai marre, je veux changer un certain nombre de choses. Mais quand on veut changer des choses dans sa vie, quand tu regardes bien, qu'est-ce qu'on peut changer dans une vie? Parce qu'il faut être un peu factuel, tu vois. Bon, quelle est notre vie à nous tous? On vit dans des espaces. Tu vois, tu as des espaces, tu as des décors. Ici, tu es dans un certain type de décor. Ouais. Tu es chez toi, tu es dans un décor. Tu as des décors dans ta vie. Comme tu peux changer la couleur de ma peinture. Tu peux déménager, tu peux partir dans un autre pays. Tu peux essayer de dire, voilà, je vais changer le décor, je vais bouger le territoire et ça va tout changer. Alors, d'un autre côté, t'es pas tout seul dans ton décor. T'as des acteurs, t'as une troupe autour de toi. Hein. T'as tes proches, tes amis, etc. Donc, on est dans des décors et on a des gens autour de nous. Il y a tout, famille, amis, relations sociales, etc. On fait des activités. Toi, tu as des activités, tu es le patron d'une structure, d'une boîte, moi je suis prof, etc. On a des activités. Bon. Et puis on a un état intérieur. Donc, changer de vie, de toute façon, ça veut vouloir dire, à un moment donné, rentrer par une de ces portes-là. Hein. Est-ce que changer de vie, ça veut dire changer d'activité? Et donc, jusqu'où je suis prêt en changeant d'activité, à changer de décor, à changer mes relations avec les autres et à bouger intérieurement? Ou bien est-ce que je veux juste changer de décor? Je m'expatrie, je pars à l'étranger. Mais j'emporte mon conjoint et les gosses ou pas, je me ferai des nouveaux amis là-bas. Mais de toute façon, il y aura toujours, où que je sois dans ma vie, je serai dans un endroit avec des gens autour de moi pour faire des activités et avec un ressenti intérieur plus ou moins positif à ce moment-là. Tout le reste, c'est de la littérature. Tu vois ? Donc moi, je suis aussi un homme de simplification. Je pense que parce que la vie est complexe, et j'en suis convaincu, elle doit obligatoirement être abordée avec des outils mentaux simples, parce que les aborder avec des outils mentaux simples est la seule façon pour les faire partager. Si j'ai des outils mentaux trop complexes pour aborder ce qui est mon vécu, je vais avoir parfois du mal à le faire partager aux autres. C'est quoi des outils mentaux ? Des grilles, tu vois, quand je viens de te dire, une vie humaine, c'est un espace, des gens dedans, des activités, et ton intériorité, qu'est-ce que tu ressens ? Point. Alors on va dire, mais c'est plus complexe. Oui, c'est plus complexe que ça. Mais rien qu'avec ça, déjà, on peut arriver. Alors, je pourrais même te rajouter d'ailleurs, s'il y a une 5e dimension qui est pas neutre dans le monde dans lequel on vit, c'est la structuration du temps. C'est-à-dire que ce qui fait ta vie aujourd'hui, c'est la structuration de ton temps. Que demain, tu pars dans un autre endroit, si ça se trouve, ton temps sera structuré différemment. Et quand tu demandes d'ailleurs à des gens, vous, dans 4-5 ans, vous voudriez vivre comment ? Moi, face à des chefs d'entreprise, par exemple, le nombre qui me disent, moi surtout, je veux absolument rééquilibrer mon agenda entre ce qui est pour la boîte, ce qui est pour mes activités caritatives et ce qui est pour moi, quoi. Work-life balance. Oui, work-life balance ou même work non-work balance. Ouais. Et sachant que certains te disent oui, mais moi work-life balance, moi vous savez, j'écris des bouquins. Quand j'écris des bouquins, j'ai pas l'impression de travailler. Oui, ce que veut dire Joël Dicker ou Bernard Werber sur ce podcast. En effet, voilà. Et en fait. Pourquoi changer de vie ? Parce que, moi, j'aime bien, et les gens qui viennent ici, c'est une thématique qui me plaît, qui m'intéresse, mais on parle beaucoup ici de zone de confort, de sortir de cette zone de confort, mais en fait, alors, au-delà des personnes, comme tu l'as dit, qui sont contraintes, il y a une sorte, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est d'envie de changer de vie en ce moment ? Ouais, enfin, si c'est une mode, on pourrait dire, de civilisation, parce que, comment te dire, moi je suis mes racines familiales sont dans l'Hérault, tu vois, quelque part entre Béziers et Pézenas, dans un village qui s'appelle Faugères, où ma famille y est depuis la fin du XVIIe siècle. Et mon arrière-grand-père, il était né en 1870, il était vigneron. Bon, comme tous les gars de sa génération, il a grandi dans ce village, il a fait sa vie, il s'est marié, il a eu des gosses, etc. Il a quitté ce monde, mais toute sa vie s'est passée dans un rayon de 30 km autour de là où il était né. Mais comme tous les gens, sauf ceux qui étaient chassés par des persécutions, des pogroms ou des guerres, voilà. Donc, on vivait dans un monde qui était fondamentalement, en tout cas spatialement stable. Les gens n'avaient pas vocation, sauf quelques illuminés,
à partir à l'aventure, même vouloir changer de conditions. C'était considéré jusqu'au 19e comme étant quelque chose qui était très discutable moralement. Bon. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on vit dans le champ des possibles. C'est-à-dire que toi et moi, on a des possibilités de choix, mais parce que d'abord, pourquoi? Parce que parce que les médias, parce que la connaissance est quasiment devenue gratuite, parce que voyager, c'est beaucoup moins cher que ça n'était, parce que, etc., etc. Donc on a un champ des possibles qui est colossal, et donc l'idée, si tu veux, est-ce que je suis vraiment en train de vivre la vie qui était la mienne? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vie qui m'attend? C'est une idée qui en fait avait beaucoup de mal à émerger, sauf chez quelques personnalités exceptionnelles, jusqu'en gros au début du XXe siècle, et qui maintenant est une idée à la portée de tout le monde. Puis tu vas dans un des kiosques à journaux, tu vas voir les revues. Quand le mois de juin va arriver, tu vas voir. Hein, c'est peut-être le moment de changer de vie. Faut-il tout remettre en question? Donc cette idée qui va être nourrie par une certaine lassitude, le sentiment que alors là, en anglais, il y a une expression qui est le fear of missing out. FOMO. Le FOMO. Ouais. Tiens, je suis en train de avec la vie que j'ai aujourd'hui, aussi satisfaisante soit-elle, je suis peut-être en train de rater des choses, tu vois. Cette espèce de peur de passer à côté d'une opportunité, d'une affaire, d'une rencontre, d'une histoire professionnelle. Bon. Alors, il y en a, je dirais, qui te diront, non, moi, là où je suis aujourd'hui, je suis assez aligné. Ce que je fais, ça me plaît, et effectivement, j'ai fait ce choix. D'ailleurs, certains te diront, oui, mais tu comprends, choisir, c'est renoncer. Dit, ben non, justement, attention, choisir, c'est préférer. C'est tout à fait différent. Effectivement, celui qui considère que choisir, c'est renoncer, il a toujours l'idée que il pourrait vivre peut-être autrement. Mais encore faut-il en avoir l'occasion, parce que comme tu dis toujours, la zone de confort, elle est là. Et la zone de confort... t'as certains pour qui la zone de confort, c'est métro, boulot, dodo. Hein. Oui, mais ce qui est difficile, je trouve, dans cette période qu'on vit, là, depuis peut-être... Enfin, alors tu vas peut-être me dire depuis 100 ans, ou 200 ans, ou plus, mais là, je trouve que ça s'accélère un peu, c'est que quand j'écoute ce que tu dis, il y a ce côté, en fait, depuis... le chasseur-cueilleur finalement qui avait une vie réglée en fonction des saisons, en fonction du temps, en fonction de plein de choses. On n'a pas changé de vie en fait, beaucoup. On changeait pas de vie dans une vie, réellement. On changeait pas forcément de conditions. Aujourd'hui en fait, donc le faire finalement, c'est pas naturel, c'est pas complètement dans notre ADN, dans notre je sais pas métabolisme. Et pour finir là-dessus, est-ce que donc c'est vertigineux? Entre guillemets, c'est vertigineux. Quand je me mets au bord d'un précipice pour sauter dans l'eau et qu'il y a 15 mètres, j'ai pas envie d'y aller ou c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui aiment plus ça que d'autres. Mais aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment le choix. Je veux dire, il y a des changements de vie très, très gros, mais aujourd'hui, on est obligé de changer la vie professionnelle, les modes de management, les apprentissages permanents, enfin, je veux dire, si on se dit, si je me pose dans mon siège au début de ma vie professionnelle et je me dis, je vais me laisser embarquer jusqu'à dans 40 ans, honnêtement, ça va être compliqué. Oui, mais c'est pour ça que changer des choses dans sa vie et en tirer des conséquences, plutôt changer des choses dans son activité, ses relations autrui, son espace, et en tirer des conséquences dans des autres domaines, ça, oui. Voilà. Donc, il y a des changements dans la vie, il y en a. Le fantasme de certains, c'est carrément le changement de vie. C'est-à-dire, je voudrais vivre une autre histoire, quoi. Hein, comme une autre pièce de théâtre, avec un autre rôle. C'est ça, le fantasme, en fait, il va être là. Après, la conscience qu'il va falloir bouger, modifier plein de choses, elle est très puissante, mais elle est quand même, elle aussi, assez... comment te dire, moderne. Je te donne un exemple. Tu prends un siècle, il y a un siècle et demi, un type ou une femme de 40 ans, sa vie est faite. Hein. Faut bien comprendre que sa vie est faite. Nous, t'as pas jusqu'au 19e, à la fin du 19e, au début du 20e, un type de 50 ans, une femme de 50 ans, qui commence à faire des projets hyper ambitieux, c'est quasiment invraisemblable. Bon, parce que tu t'approches de... Ce qui est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des gens qui, à 60 ans, 65 ans, ils savent que ils ont plutôt une bonne forme physique, tu vois, nos grands morts de l'année dernière, Dormesson, Aznavour, Maria Pacôme, Stanley, etc. C'est des gens, je dirais, plus de 90 ans. Plus de 90 ans, ça veut dire qu'un homme ou une femme à 65 ans aujourd'hui,
il a potentiellement, effectivement, il y a un pari sur la santé, mais globalement, il a devant lui ce qui était l'équivalent d'une vie active totale, il y a 2 siècles et demi. Mais paradoxalement, là-dessus, on dit aussi sur les internets que... alors, ça date d'il y a 3-4 ans, ce que je vais dire, et je sais pas si c'est encore vrai, parce qu'aujourd'hui, il y a une telle activité, mais on lisait avant 25 ans, t'es trop jeune, après 25 ans, t'es trop vieux pour ton employabilité. Alors, si tu veux, là, moi, ça va m'obliger à dire des choses... Allez, je te l'ai dit quand même. Alors, tu vois, en ce qui me concerne, j'ai une vraie conviction. C'est que les réseaux sociaux, c'est une espèce de pot de chambre collaboratif. C'est-à-dire que la valeur des informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est epsilon. Ce sont des humeurs, des choses souvent d'ailleurs peu... au niveau de l'écrit, je veux dire, peu validées. Et tu as des idées comme ça qui se baladent, parce qu'en fait, les gens se mettent à raisonner par citation, tu vois. Alors, bien évidemment, il faut être clair, il y a des gens pour qui, avant 25 ans, c'est trop tôt, et après, c'est trop. Mais ce qui est intéressant dans le monde dans lequel on vit, ce sont les exceptions remarquables. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, tu vois, je suis près de Bagnolet. À Bagnolet, si tu as moins de 25 ans, t'as pas de qualification professionnelle, tu es, comme on dit, issu de la diversité, eh ben franchement, c'est compliqué, quoi. Pour trouver du boulot, c'est pas simple. Pourtant, tous les jours, toutes les semaines, à Bagnolet, à Montreuil, dans ces banlieues-là, t'as des jeunes, garçons et filles, moins de 25 ans, pas vraiment de qualification, ils trouvent quand même du boulot. Comment ils ont fait ? Ça m'intéresse, tu vois. Le gars aujourd'hui qui a une maladie grave, on lui décèle une vraie saloperie. C'est vrai que les statistiques disent, quand on a ce genre de maladie, monsieur, alors voilà, leur rémission à 5 ans, espérance de vie. Ok. Pourtant, pour toutes ces maladies chroniques gravissimes, tu vois, cancer, sclérose en plaques, etc., on l'a eu aussi avec la séropositivité, etc., tu as des gens qui ont ça, et ils ont ça depuis plus de 15 ans. Ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le monde dans lequel on vit, ce qui est inspirant, ce sont les exceptions remarquables. C'est ça qui est formidable. Franchement, après, je dirais, le mainstream statistique, c'est quelque chose qui te plombe l'ambiance. Si tu veux te rendre malade, regarde ce que disent les statistiques. Je suis très d'accord. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui me passionne depuis 10 ans, même plus. Mais c'est l'éloge de l'instant, de l'instantanéité, alors Instagram, c'est par le biais de la photo, mais ce sur quoi j'essaie de travailler, par exemple, sur ce podcast, et c'est un cheminement assez long, parce que ceux qui écoutent ce podcast depuis le début, sur les 10 premiers épisodes, je me dis, est-ce que je peux vraiment faire des épisodes de plus d'1 heure ? Maintenant, j'en fais qui font 2h10, et en fait, en l'occurrence, c'est un peu l'opposé de cet instant. Tu te rends bien compte que le podcast long, c'est une exception remarquable. Exactement. Puisque, voilà, à part, je dirais, certaines émissions là, dans des grandes radios, si tu veux, le podcast long, c'est comme quand... Alors, cela dit, quand on te dit... Moi, on me l'a souvent dit à juste, mais tu sais, si tu fais des vidéos sur YouTube, il faut qu'elles fassent absolument moins de... Alors, au départ, c'était 5 minutes, puis 4, puis 3. Et c'est vrai que, en termes d'impact, c'est vrai. Mais moi, par exemple, j'ai fait des vidéos qui étaient assez longues parce que j'étais filmé sur scène dans des grands théâtres, etc. Et au départ, on m'avait dit, ne mets pas ça sur ton site internet. Premièrement, il y a des gens qui vont te piquer les idées. Et ensuite, les gens, de toute façon, n'iront pas jusqu'au bout. Je suis désolé. Alors d'abord, les gens vont me piquer les idées. Bon, je trouve que c'est plutôt stimulant, quoi. Moi, j'aime bien ce que disait Malraux, qui disait, de toute façon, j'ai tellement d'idées que vous pourriez me les voler toutes sans jamais me nuire. Mais donc, je m'en tape totalement. En revanche, moi, j'ai des clients à qui je dis, écoutez, ça vous a plu le 5 minutes, là? Bon, allez sur mon site, allez regarder, j'ai une version en 1 heure, 1 heure et quart, vous la verrez pas en entier, mais allez voir. Donc, ça va servir aussi, tu vois, le temps long a quand même une valeur, mais peut-être pas en première approche, tu vois, avec quelqu'un, mais le fait de pouvoir démontrer, de prouver qu'il est possible de créer de la valeur ajoutée intellectuelle sur le long terme, en prenant le temps. On le voit d'ailleurs aussi, on voit très bien la distinction qu'il y a à la télé entre les émissions où on coupe la parole à un expert, je dirais, et les émissions sur d'autres chaînes où, délibérément, l'animateur laisse filer. Parce qu'en fait, on a que 52 minutes généralement, donc on se dit, je veux placer un max de choses et on veut orienter les gens, et c'est vrai que c'est une approche différente. Ce qui, moi, me fascine d'ailleurs, est dans cette découverte, cette exception remarquable où
c'est que par exemple, pas le dernier épisode que j'ai mis en ligne, mais enfin un des récents avec Cyril Chiche, qui est le patron de cette application qui s'appelle Lydia, il dure 2h06 ou quelque chose comme ça. Et j'ai regardé les statistiques hier. Alors c'est un des plus gros épisodes, c'est un super épisode. Je me suis régalé avec Cyril. Et ben il y a 80%, non, il y a 80% des gens qui l'écoutent, qui l'ont écouté jusqu'au bout. Ah oui, mais ça c'est formidable. C'est quand même incroyable. Ça... Et ouais. Je veux dire, du coup, c'est vrai que les gens qui écoutent ce podcast, alors surtout s'ils sont encore là après 50 minutes, tu vois, c'est que c'est des gens qui ont l'habitude de ce format, de le morceler par exemple, de l'écouter comme un roman, de l'écouter. Ça ne doit pas s'écouter forcément en une fois, mais c'est des nouveaux usages, mais qui sont vraiment sur le fond. Et alors, ce que je remarque pour revenir à ce que tu disais, c'est que dans ces exceptions, dans ces personnes que tu vois à qui on annonce des maladies, dans ces personnes que tu vois à Bagnolet, toi, ce que tu vas chercher, c'est fondamentalement, on a l'impression, cet optimisme, cette croyance, c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, mais pourquoi ? Et est-ce que c'est quelque chose qui t'anime, toi ? Est-ce que toi, tu es un optimiste non seulement je le suis, mais donc, tu sais, moi j'ai fait partie du groupe d'origine qui a créé la Ligue des optimistes de France. Ouais. Donc en 2010, c'était France Rock qui était la directrice des relations extérieures à l'époque de l'Obs. Et qui avait de Challenge qui avait lancé ça. On avait des amis belges qui avaient créé ça en Belgique, et nous ici en France, on a monté ça avec Jean d'Ormesson, Éric Orsena, Éric-Emmanuel Schmitt, Thierry Saucé, qui a été le créateur du Printemps de l'optimisme et qui l'a repris ensuite derrière, qui a repris la Ligue. Et aujourd'hui, la Ligue des optimistes de France, c'est d'ailleurs parce qu'on créait ça que j'avais écrit Éloge de l'optimisme. Moi, j'étais pas au départ censé écrire un livre là-dessus, mais je trouvais que le concept d'optimisme était quelque chose qui était vraiment, d'abord qui allait au-delà de la pure psychologie, tu vois, c'était vraiment presque une façon de se comporter en société et qui était très, très puissante. Pour la petite histoire, on a une newsletter qui s'appelle La Lettre Optimiste, qui sort tous les lundis matins. Et les gens peuvent s'y abonner gratuitement, c'est sur liguedesoptimistes.fr, et tu vas sur liguedesoptimistes.fr, tu peux bien évidemment adhérer pour 30 € symboliques, tu vois, à la Ligue des optimistes pour faire un acte un peu citoyen, mais de toute façon, même si tu veux pas adhérer à la Ligue, tu peux t'abonner gratuitement à la newsletter qui sort toutes les semaines, et aujourd'hui on doit être à 36 ou 37 000 abonnés, quoi, tu vois. Donc l'idée, je mettrai les liens, donc sur liguedesoptimistes.fr. D'accord. Et donc moi aujourd'hui je suis toujours le porte-parole de la Ligue des optimistes de France, dont le président est maintenant Thierry Saucé. Mais il y a un côté un peu et en fait je le dis exprès, c'est de la provoque, hein, mais un peu allumé et un peu sourire béat, de l'optimiste, tu vois. On peut passer un peu pour un con en disant des choses comme ça, alors que quand je lis ton livre, je vois bien que on n'est pas du tout dans ce registre, hein, mais il y a un peu ce côté-là, non ? C'était ce grand romancier et poète du sud de la France qui est Yvan Audouard, qui avait écrit ce joli livre qui s'appelait « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière ». Tu vois, l'optimisme, dans le fond, c'est un acte, je dirais, c'est aborder les difficultés de la vie. Fondamentalement, un optimiste, c'est un homme ou une femme qui aborde les difficultés de la vie, quelles qu'elles soient, de la façon la plus confiante et la plus active possible. C'est-à-dire que l'optimiste ne te dit pas « ça va bien hein ». Il te dit « ça peut s'arranger ». Pareil. L'optimiste refuse pas de voir le côté négatif de la vie et des événements. Il refuse simplement de s'attarder dessus trop longtemps. Et surtout, l'optimiste dit, de toute façon, soit on agit, et il peut peut-être se passer quelque chose, soit on fait rien, et donc, alors là, il faut savoir que philosophiquement, si on fait rien, on consent au mal, avec un grand M, tu vois, si on voulait employer des grands mots. Et c'est vrai que tu peux parfois être un intellectuel de haut vol, avoir une capacité puissante, tu vois, à aborder la société avec scepticisme, esprit critique, doute. Mais ça va être compliqué de créer de l'énergie sociale, du désir d'innovation, de l'éros avec ça, tu vois. Le problème du pessimisme, c'est que, en tant que discours, il active Thanatos, tu vois, c'est la mort, quoi. C'est morbide, c'est mortifère. Alors c'est nécessaire parfois, mais techniquement c'est nécessaire. Tu es le patron de la sécurité dans une centrale nucléaire, bah effectivement, ton pessimiste intérieur, c'est ton outil de travail, rien à dire. Mais
entre avoir un outil de travail, qui est une chose, et puis que ce soit cette même dimension qui anime ta vie, c'est compliqué. Donc l'optimisme, c'est aussi, quand tu vois les travaux d'un Steven Pinker par exemple, l'optimisme c'est dire, attendez, le monde dans lequel on vit est dur, mais regardons les choses en face, quoi. L'espérance de vie, elle augmente. En 1800, donc il y a à peine, il y a 2 siècles, quoi. 90% de l'humanité vivait en dessous de ce qu'on appelle aujourd'hui le seuil de pauvreté. Tu vois, aujourd'hui, 10% de l'humanité, et c'est 10% de trop, hein, mais vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est sûr que ça évolue de manière hallucinante en 20 ans aussi. Qu'on le veuille ou non, les guerres reculent, la maladie recule. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien. Non, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Mais il y a la pauvreté, il y a tout ça. Mais il y a le climat, il y a le climat. Mais même dans le climat, on a des fois des surprises invraisemblables. Tu vois, quelqu'un il y a 20 ans se serait amusé à dire, mais vous vous rendez compte que autour des années 2020, le trou de la couche d'ozone se sera refermé? On leur dit, mais mon vieux, mais vous êtes complètement malade de sortir des idioties pareilles. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que les optimistes aussi disent. Ils disent, écoutez, le futur a toujours été surprenant. Et en bien, et en mal. Mais et en bien. Donc, être optimiste, en fait, si tu veux, c'est pas dire qu'on a des lunettes roses sur le nez. L'optimiste, c'est un mode de rapport à la société, à l'autre, à soi-même, qui en fait est fondé sur 2-3 idées simples. 1, c'est plus facile, vu qu'on a des vies courtes, de faire la différence en capitalisant sur nos forces qu'en travaillant trop longtemps sur nos faiblesses. Parce que si on travaille très très fort sur nos forces, avec un petit peu de chance, sur un malentendu, on peut neutraliser en partie nos faiblesses. Donc, mettons d'abord l'accent là où on est bon, là où il y a de la ressource, là où il y a du potentiel. Premier élément. C'est un choix, tu vois, c'est un pari. Deuxième pari, la vie est faite de 2 types de situations. Celles sur lesquelles on peut quelque chose et celles auxquelles on peut rien. Bon, si je passe ma vie à regarder tout ce qui ne va pas et auquel je peux rien, je vais me mettre à ruminer du toxique, tu vois. Je vais apprendre à mon inconscient que toute action est inutile et que tout est foutu. Essayons en permanence, de trouver des marges de manœuvre. C'est ce que le philosophe Pascal Bruckner, tu sais, appelle les failles propices. Essayons dans toute situation de vie de trouver où est-ce qu'il y a des failles propices. Ça, c'est le 2e pari. Le 3e pari de l'optimiste, c'est un pari sur les solutions, coûte que coûte, des solutions, même imparfaites. C'est, on tente quoi. On tente des coups. Ça sera pas parfait, ça sera temporaire, ça sera partiel, mais on avance. Tu vois, j'ai des étudiants qui sont en mode entrepreneuriat et créent des boîtes. La question qu'ils me posent souvent, c'est, mais écoutez, Philippe, si ça marche pas, de toute façon, là, parce qu'on prend un risque et tout, et ben, ma réponse a toujours été la même. Je leur dis, écoutez, seul le réel existe. Donc, vous avez fait un choix. Vous voulez créer une boîte. Très bien. Moi, je vais vous simplifier la vie. Il n'y a que 2 scénarios possibles. 2. Ça peut bien se passer ou ça peut mal se passer. Mais dans les 2 cas de figure, il va se passer quelque chose. Et c'est avec ce qui se passera, bien ou mal, que ça sera ça, la matière première, pour passer à l'étape d'après. Et ce qui est l'histoire d'ailleurs de tous les entrepreneurs qui ont rebondi. Donc tu vois, les forces, les marges de manœuvre, les solutions, et surtout le 4e point de l'optimisme qui est de dire, autre pari, je fais un autre pari, un 4e pari. Dans le fond, comme personne n'a jamais été demain matin, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et donc, moi je demande d'ailleurs aux gens d'être honnêtes avec eux-mêmes. Prenez sur l'ensemble de vos vies à vous, vie personnelle, vie professionnelle, l'ensemble des grands moments, des grandes bifurcations, des moments où tout a bougé dans un sens ou dans l'autre, 9 fois sur 10, vous l'aviez pas vu venir. Donc moi je peux vous faire une prédiction sur votre avenir à coup sûr, c'est qu'il va être surprenant, en particulier pour vous. Voilà. C'est un point de passage obligatoire pour un entrepreneur où justement la matière des personnes, si je puis m'expliquer, mais comme ça que je travaille sur ce podcast, qui sont donc des entrepreneurs, des sportifs, des artistes. Trop d'entrepreneurs pour l'instant, il va falloir que je fasse, mais c'est plus ma nature. Mais on est obligé d'être optimiste. Je veux dire, on est obligé pour une raison simple, si tu veux, c'est que sinon tu le fais pas. Je sais pas si tu es papa de oui, des enfants. 3 enfants. Bon, mais moi j'en ai 2. Donc tu vois, quand on est parent, on a charge d'âme. On le dit toujours, c'est une belle expression. Quand on est entrepreneur, on a charge d'état d'âme.
C'est-à-dire que la façon dont on va nous parler va développer un certain type d'état d'âme chez les gens qui nous ont suivis, chez nos commanditaires, chez les business angels, chez nos nouveaux clients, chez nos futurs clients, nos prospects. On travaille sur des états d'âme. L'état d'âme de l'entrepreneur, un entrepreneur est quelqu'un, c'est un homme ou une femme qui a vocation à être suivi le long d'un chemin qui, à ce jour, n'est pas bordé, n'est pas établi, puisque on travaille sur quelque chose qui est en train de se faire. Donc, je suis obligé d'être une machine à générer, certes de la crédibilité, ça va de soi, mais aussi de la confiance, de l'envie, du désir, de l'attirance, de la loyauté, de la fidélité. Et l'optimisme, je dirais, celui qui est optimiste, c'est celui ou celle qui, à travers ses propos, va entretenir ça. Et ça veut dire que celui qui est aux commandes, de toute façon, l'entrepreneur efficace, il a un optimiste qui est aux commandes, mais attention, hein, il a un pessimiste dans la soute. C'est-à-dire que on a toujours les deux, mais il y en a un qui est là pour réguler en cas d'avarie, en cas de difficulté. La fonction pessimiste, elle existe, tu vois. C'est la fonction d'alerte, la fonction de précaution, la fonction gestion du risque, etc. Bien évidemment. Mais elle est uniquement une fonction de régulation. Si tu as, tu vois, une dynamique optimiste avec une régulation pessimiste, mais c'est le top du top. Et alors, dans l'entrepreneuriat, ça va se traduire comment? Mais par le fait que tu as des gens qui vont être... Un entrepreneur, c'est un optimiste de but. On va gagner, on va réussir, on va créer un nouveau marché, ça va être formidable. Mais c'est aussi un pessimiste de chemin. Il va te dire, attendez, ça va pas se passer comme ça. Hein. Ils vont pas nous laisser faire. Donc, être dans... On va y arriver, mais ça va être coton. C'est typiquement ce que j'appelle, moi, l'optimiste responsable, l'optimisme tonique. Du coup, j'allais en fait te poser des questions. Mais une question qui était, est-ce qu'un entrepreneur pessimiste peut réussir? Mais à la fois, un entrepreneur... Et du coup, ce que tu me dis, d'une autre question, c'est est-ce qu'un entrepreneur qui est que optimiste peut réussir aussi? Parce que... un entrepreneur qui est que optimiste peut réussir à condition qu'il se soit à quelques endroits clés entouré de pessimistes. Tu vois, c'est pas un hasard si d'ailleurs dans l'entrepreneuriat, tu as souvent des équipes, tu vois, entre le techno, le commercial et le gestionnaire. C'est vrai que voilà, on a besoin d'un commercial qui soit un optimiste à tout crin, d'un gestionnaire qui aura le niveau pertinent de prudence, de scepticisme, qui se méfiera des emballements, qui régulera, et puis je dirais le techno qui se baladera entre les deux selon ce qu'on est en train de faire. C'est clair. En revanche, le problème... J'ai l'impression que tu décris mes associés. Un optimiste tout seul, il risque de se mettre en danger. Oui. Et un pessimiste tout seul risque de plomber l'ambiance et tuer le désir de le suivre. Donc voilà. Alors, cela dit, après il y a aussi un choix. Enfin, il y a un choix. C'est pas vraiment un choix, mais un peu quand même. Moi, souvent, j'ai un chef d'entreprise parce que je forme beaucoup de dirigeants. Il me dit, mais écoutez, Philippe, je sais pas comment vous dire, mais c'est ma nature, quoi. Je suis pas optimiste. Je dis, mais écoutez, il y a pas de problème. Faites semblant. Just pretend. Parce que on attend ça de vous. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir des doutes. Mais quand vous êtes en situation, la situation là aussi concrète, hein, on est en réunion de travail, on est en train de préparer le plan d'action pour l'année qui vient, on est en réunion de résolution pour un problème technique avec un client. À ce moment-là, ce qu'on attend du dirigeant ou de la dirigeante, c'est qu'il soit celui qui est en posture optimiste. Pourquoi? Parce que dès l'instant où je suis optimiste, je donne de fait l'autorisation et la permission aux autres de lâcher eux aussi les fauves et leur optimiste intérieur. Même si moi-même, je sais que là, j'ai quelques doutes, mais je suis obligé d'avoir cette attitude pour permettre aux autres de le faire. Et quand tu dis « je suis pas par nature optimiste », enfin pas toi, hein, mais tu te projettes là, tu peux pas le devenir? C'est un état qui se change, ça, tu crois? Disons que, comment te dire, le trait de caractère optimiste ou pessimiste, il se structure donc pendant le développement de l'enfant et de l'adolescent. Mais il se structure à partir de plein de sources qui sont pas toutes contrôlables. Ça se structure à partir, bien sûr, des expériences de la vie, autour de l'éducation, bien évidemment, les messages d'éducation. Ça, c'est aussi des expériences de la vie. Comment te dire? Moi, souvent, je dis, c'est une expression que j'avais volée gentiment, mais à Jean d'Ormesson, qui disait, moi, j'ai traversé la vie en première classe. Moi, je peux le dire, tu vois, j'ai toujours été dans des bonnes conditions,
Donc, dans le fond, on pourrait me dire, c'est facile pour toi d'être optimiste. Ouais, bien évidemment. Moi, parce que je trouve que je rends grâce, si tu veux, à tout ce qui a pu m'arriver. C'est formidable. Donc, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes messages d'éducation. Accessoirement, on n'a pas tous la même biochimie. Hein. T'as des biochimies du corps hein, qui sont pas tellement favorables à l'optimisme. À un moment donné, t'as des carences, tu vois, une carence en vitamine D, en fer, un petit souci hormonal. T'as beau être le plus optimiste du monde, tout d'un coup, t'as un problème d'hypophyse de thyroïde qui commence à déconner. Bah, tu vas voir que tu vas te lever le matin, ton optimisme, il a fondu comme neige au soleil. C'est pas que de la volonté, tu vois, c'est pas que du mental. Il y a aussi des éléments très, très, très physiologiques. Donc, ce qu'on peut en revanche faire, c'est progressivement apprendre à faire davantage confiance aux autres, à faire confiance à l'inattendu et à travailler sur sa capacité à tirer parti, tu vois, à parier sur le meilleur. D'accord. Alors bien sûr, on sera parfois déçu. C'est évident qu'on sera déçu, mais c'est jouable. Et puis moi, j'ai un truc là que je peux partager avec nos auditeurs. Moi, j'ai une vraie conviction sur l'optimisme. D'abord, je trouve que c'est formidable, c'est hyper écolo l'optimisme, tu vois. C'est vert, l'optimisme. Pour moi, quand je vois l'optimisme, je vois pas du rose, je vois du vert. Je vois du vert parce que l'optimisme, pour moi, c'est une énergie relationnelle renouvelable. Et pourquoi est-ce qu'elle est renouvelable, cette énergie relationnelle? C'est parce qu'elle augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Donc, tu te lèves le matin, tu peux pas te dire, tiens, allez, aujourd'hui, je vais être optimiste. C'est pas possible. La vie, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En revanche, tu peux te dire, bon là, aujourd'hui, j'ai mon état d'humeur du moment, mais je vais faire en sorte de rendre le plus optimiste possible par rapport à des situations concrètes un maximum de gens. Je peux pas décider d'être optimiste du jour au lendemain, mais je peux décider d'être un pourvoyeur d'optimisme. Ça, je peux tenter le coup. C'est assez marrant parce que j'ai un gros marqueur dans ma vie. Je pense que j'ai eu ces faisceaux qui m'ont rendu optimiste quand même, mais il y a des petites choses, tu vois, dans la vie qui font des différences et pendant un moment à la fin de mes études je suis allé pas mal en Indonésie, pas mal à Bali, dans les îles aux alentours, et puis un jour en fin de voyage je suis dans un taxi et puis c'est un méga bordel autour et je lui dis mais je sais pas, mais fais quelque chose quoi, klaxonne, enfin j'en sais rien quoi. Et là le type me regarde. Alors Bali a une particularité dans un pays qui est principalement musulman, c'est que c'est une île hindouiste hein. Et il me dit mais genre en plus il me regarde genre mais t'es con quoi, enfin genre non, un peu genre mais pourquoi en fait, il comprenait pas et il me dit mais si je klaxonne et c'était pas une leçon qu'il me donnait, c'était vraiment juste quelque chose de naturel oui. Quoi. Il me dit si je klaxonne, je vais alors non seulement énerver le mec qui fait n'importe quoi devant, bon, soit, c'était mon but, mais je vais aussi énerver toi, moi, tous les gens autour qui n'ont rien à voir avec la scène, qui sont chez eux, chez machin, etc. En fait, ta remarque est complètement débile. Et ils me le disaient pas comme ça parce qu'ils sont plutôt bienveillants justement dans l'approche. Voilà. Et donc 2-3 jours après, je rentre à Paris, je reprenais mon boulot et j'avais laissé mon téléphone. C'était une époque où on pouvait partir en vacances sans téléphone, bon, c'est compliqué, à réparer dans un espace SFR. Et je reviens le chercher. Évidemment, le premier jour, première chose que je fais, j'imagine, je sors de l'avion, je vais chercher le téléphone. Et j'arrive dans cet espace SFR et c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui sont comme moi, qui reviennent de vacances, tout le monde gueule, les employés gueulent, les clients gueulent, tout le monde est rouge, etc. Et là, je me mets dans un coin, j'ai vu qui m'avait vu, j'ai vu derrière qui j'étais, donc je sais que bon, bah, de toute façon, je vais attendre, et puis, bah, c'est un fait, je suis comme ça. Et au bout d'un moment, je regarde tous ces gens gueuler, je suis quand même zen parce que je reviens de vacances, et je me dis, je repense à ce chauffeur de taxi, et je me dis, ça me fait marrer en fait, la situation me fait marrer et je souris tout seul dans mon coin sans être et là j'ai une dame qui arrive juste à côté qui me dit c'est quoi ton trip, genre pourquoi tu te marres quoi, enfin pourquoi vous et je lui raconte un peu cette histoire, du coup ça l'a fait sourire de voir cette situation où les gens gueulent pour rien et pour voilà, et il y en a une troisième et en fait le truc s'est propagé, voilà, et c'était hallucinant en fait. La contagion positive, c'est incroyable hein. C'est incroyable. Ouais. Et je l'ai jamais vécu de manière aussi forte, mais en fait, tu te dis que tu as quand même cette responsabilité au quotidien, quand tu vis un truc comme ça, au quotidien, d'arriver, j'ai un associé, Laurent, qui est encore meilleur que moi, je crois, là-dessus, qui arrive vraiment tous les matins avec un grand sourire, et en fait, ça fait plaisir de le voir arriver. Alors, sachant que, bon, alors, c'est vrai que sur le principe, c'est inattaquable, et je suis totalement d'accord avec toi. En revanche, la nature humaine est ainsi faite que, depuis la nuit des temps et depuis nos ancêtres des cavernes, nous avons en nous
ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est-à-dire que nous sommes, pour des raisons de survie, naturellement portés à identifier en priorité ce qui va mal, parce que c'est ce qui a sauvé la vie de nos ancêtres. C'est-à-dire que toi et moi, tu vois, on a un point commun, on est tous les deux des descendants de pessimistes. Parce que les optimistes, ils faisaient pas long feu. Donc, il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'optimisme est devenu un facteur et une variable vraiment positive de développement que assez tard dans l'histoire humaine. Et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose de naturel. Ça demande effectivement, sinon un travail sur l'attention. Voilà, ça va pas de soi. À l'état de nature, c'est quand même le pessimisme qui est darwinien. Et bon, effectivement, maintenant, dans nos univers à nous, sauf période de grave désordre, tu vois, ou dramatique, attentat, machin, etc., l'optimisme est probablement plus payant sur la longue durée aujourd'hui. Mais pour nous ici, dans notre monde à nous. Et on pourrait faire une analogie à Star Wars, mais il y a vraiment ce côté obscur de la force aussi. Bien sûr. C'est aussi cool d'être un peu, alors est-ce que c'est pessimiste, en tout cas cynique? Il y a ce côté un peu, je veux dire, les humoristes, c'est peut-être très, je suis pas sûr que ce soit que parisien, c'est un peu intellectuel, mais il y a un côté... Quand je dis que les optimistes peuvent paraître béats et un peu concons, il y a ce côté vraiment... Oui, mais tu vois, après, le cynique, en fait, on pourrait presque dire d'ailleurs que l'optimisme et le pessimisme sont deux logiques qui sont parallèles, tu vois. En aucun cas, on ne peut pas aujourd'hui, même scientifiquement, dire que l'optimisme et le pessimisme s'opposent. Tu peux effectivement avoir des personnalités qui sont très optimistes et peu pessimistes, on voit très bien ce que ça peut être, très pessimistes et peu optimistes, on voit ce que ça peut être. Tu peux avoir des gens qui sont à la fois très optimistes et très pessimistes, l'exemple typique du créateur à certains moments clés de sa création d'entreprise, etc. Donc, moi, dans les tests que l'on peut faire passer, on se rend compte que souvent, les dirigeants d'entreprise ont un score très élevé sur les deux dimensions, en tant que potentiel. Et puis, tu as ceux, je dirais, qui sont ni l'un ni l'autre, tu vois. C'est ni optimiste, ni pessimiste, je m'en fous. Et le véritable ennemi de l'optimisme, c'est pas le pessimisme, hein, c'est le cynisme. C'est-à-dire, c'est vraiment rien n'a d'importance, etc. Alors, bien sûr, la dérision, ça peut être aussi amusant, tu vois, sous couvert d'humour. Bon, ce qui est embêtant, c'est quand la dérision devient le filtre prioritaire de toute évaluation. Alors, c'est drôle, mais c'est vrai que on rit. Moi, je le vois sur certaines émissions d'humoristes. C'est clair que on rigole, mais c'est un mode de fonctionnement où tout se vaut et donc rien ne vaut rien. Toute initiative un peu originale va être a priori tournée en dérision parce que c'est amusant. On va être dans cette logique-là. Mais bon, en soi, ça reste quand même drôle parce que on carbure à ça. C'est comme l'histoire des mauvaises nouvelles. Tu vois, les gens n'aiment que les mauvaises nouvelles. Non, les gens aiment prioritairement les nouvelles dramatiques parce que les nouvelles dramatiques, quelles qu'elles soient, sont porteuses de quelque chose, d'apprentissage et d'enseignement. Mais en revanche, c'est Joël de René qui dit ça d'ailleurs, c'est pas moi. Il dit mais bon, pourquoi est-ce que les gens aiment les mauvaises nouvelles? C'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient des mauvaises nouvelles à la télé, ils oseront pas se l'avouer, mais de facto, c'est en train de les rassurer sur leur propre situation à eux. Tu vois, t'es là devant une catastrophe à l'autre bout du monde où tout a pété, etc. T'as tout en boucle sur les chaînes d'infos et toi t'es là dans ton salon, oh là là, les pauvres gens. Ah oui, mais tu peux pas t'imaginer le bien que ça te fait, même si tu veux pas te l'admettre. Tu vois, on est aussi là-dedans. C'est hyper intéressant. Pour passer juste, alors très rapidement, mais comprendre parce que tu parles donc des grandes gueules. 5 ans, mais c'est quoi cet interstice dans ta vie? Comment ça arrive? Tu sais, c'était à l'époque, j'avais fait un déjeuner, on parlait d'optimisme, je devais faire une émission, je sais, sur RMC, je sais plus avec qui. Je crois que c'était avec Brigitte Lahaye à l'époque, pour parler d'optimisme dans la vie, tout ça. Ouais. C'était dans l'émission de Brigitte Lahaye. Et j'avais discuté avec Franck Lanoux, qui était à l'époque le patron donc de la station. On était donc dans les locaux de l'Obs, puisque mon éditeur, toujours mon éditrice d'ailleurs, France Rock, qui dirige les éditions Saint-Simon, qui est l'éditeur de mes bouquins, était là, et il se trouve qu'à table, on parle politique. Et il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait? On cherche à renouveler nos chroniqueurs, commentateurs, de tester. Moi, je trouvais ça amusant, parce que j'avais jamais fait de radio.
Et je lui dis, écoute, pourquoi pas? Donc, je connaissais bien, moi, l'émission, je l'écoutais souvent. Je me disais, voilà, moi, je vais me faire aligner. Il y a quand même effectivement des vraies grandes gueules là-dedans. Ça va être bon. Et puis, j'y suis allé. J'ai trouvé l'équipe très sympa. Et j'ai travaillé régulièrement. J'ai fait à peu près entre 3 et 4 émissions par mois pendant 4-5 ans. Non, et ça a été vraiment un moment bien. C'est un moment de ma vie que j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a beaucoup appris. J'ai rencontré des gens tout à fait passionnants et j'ai gardé un très très bon souvenir de la radio, de RMC, de l'équipe qui pilote toujours ça, hein, qui sont Alain Marchal, Olivier Truchot, et vraiment ça a été un moment formidable. Et puis après, je suis passé à autre chose. Voilà. Petit hasard. Bon, on a parlé longuement de radio et de comment chroniquer et devenir chroniqueur avec David Abiker dans un super épisode. Pour revenir sur ce point de contact, ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est donc que je cherchais ce que c'était que la chance et pourquoi tous ces gens me disent qu'ils ont eu de la chance et que j'y crois et pas vraiment et voilà et puis on tombe assez rapidement sur ta vidéo, cette vidéo dont tu parlais tout à l'heure. Tu peux me raconter l'histoire de cette vidéo? Oui, c'est d'ailleurs parce que l'histoire de la vidéo d'ailleurs en tant que telle, à elle seule, j'allais presque dire résume c'est vrai. La théorie. Moi à l'époque, donc on est en 2006 et je suis le directeur d'un grand programme de l'ESCP qui est l'exécutive MBA, programme international. C'est vraiment le porte-drapeau de l'école. Bon. Et à l'époque, donc 2006, des étudiants, des grands étudiants, parce que en executive MBA, c'est entre 30 et 45 ans quand même, hein. Donc des participants, on devrait dire, viennent me voir et me disent, écoute Philippe, il y a un nouveau truc dont on parle en ce moment, c'est les blogs. On voudrait créer un blog, mais le service informatique peut nous aider à créer ce blog, mais on a besoin d'images libres de droit pour monter la maquette. Est-ce qu'on peut demander au prof? Je dis, allez-y. Ils demandent au prof, et puis à l'époque, ça ne réagit pas plus que ça. Bon, ils reviennent vers moi. Ils disent, écoute, là, il y a un peu une urgence. Est-ce qu'on peut venir... À la limite, tu fais n'importe quoi, tu t'assois derrière ton bureau, tu dis blablabla, mais il nous faut des images d'un prof, donc de quelqu'un qui nous parle de quelque chose. Je dis, écoutez, venez dans mon bureau, on se donne rendez-vous. Je me souviens très très bien de ça. C'était un vendredi, tu vois, c'est très important. C'est un vendredi à 4h. Avant le week-end, quoi. Le vendredi à 4h arrive, personne. Mais moi, j'avais un dîner ce soir-là. Et j'ai dit, là, on attend. Et ils arrivent la bouche en cœur avec leur caméra et tout, dans mon bureau. Mais il est 6h, 6h30. Je dis, écoutez, vous rigolez ou quoi? Bon. Je dis, en plus, je sais même pas de quoi il faut que je parle. Ah, il dit, mais écoute, Philippe, ça n'a aucune importance, tu parles de ce que tu veux. Bon, et j'ai sur mon bureau, parce que je dois écrire pendant le week-end, un article pour un magazine qui s'appelle Les Courriers Cadres, qui est un magazine qui existe encore, de l'APEC, et je dois écrire un article sur est-ce que la chance a un impact quand on cherche un travail. Bon, tu vois, bon. Et donc, j'ai des notes. Donc, je dis, écoutez, les amis, moi, je suis en retard, vous aussi, donc là, vous mettez votre caméra, je m'assois, caméra fixe, on fait une prise, moins de 5 minutes parce que et puis c'est bon. Oui, il n'y a aucun enjeu si tu veux, donc tu vois, on y va. On filme, j'ai mes notes sous les yeux, je les regarde rapidement et je fais une impro en 5 minutes, mais chrono, hein, sur le truc, la réussite d'une question de chance, etc. Et fini, mis en boîte, et on n'en parle plus. Terminé, ça s'arrête là. 2 ans après, ils me rappellent et ils me disent, tu sais, bon, le blog qu'on avait créé, personne n'y va, ça fonctionne pas, on va le fermer. En revanche, il nous reste tes images, qu'est-ce qu'on en fait? Je leur dis, vous me faites un petit fichier MP4 et vous me l'envoyez, quoi, enfin un truc sympa. Il me dit, si tu veux, on sait que toi, t'es pas très techno, mais nous, on s'en occupe. Tu sais qu'il y a des sites maintenant de partage de vidéos un peu partout sur le net, Dailymotion, YouTube, etc. Si ça te dit, on le met dessus. Oh, je dis, écoutez, oubliez pas de dire que c'est ESCP, quand même, ça fera de la pub à l'école. Mettez-le, c'est toujours sympa. Et ils mettent cette vidéo sur la chance, cette petite vidéo que d'ailleurs tout le monde peut aller la voir. Hein. Oui, je mettrai le lien aussi. Elle est un peu verdâtre. Oui, c'est old school. Hein, techniquement, c'est complètement old school. Mais, et c'est là, ce jour-là, à cet instant précis, parce que j'avais pas de pression, parce que j'étais habité par le sujet, je m'apprêtais à écrire un article que j'ai écrit d'ailleurs après, ainsi de suite. J'étais, si tu veux, aligné avec, et ça je le savais pas, mais avec aussi ce que tout un tas de gens attendaient. Et j'ai dit, cette vidéo
a eu un caractère viral invraisemblable. Ça, il y a eu des millions de vues, et on continue à la voir, les gens continuent à la voir régulièrement. Et Dieu sait que des vidéos sur ce sujet, j'en ai fait d'autres après, avec, tu vois, de la HD, des incrustations de texte, je l'ai fait beaucoup sur scène, donc il y a plein de vidéos de moi parlant de la chance. Mais la vidéo 0, c'est celle-là. C'est la première, et il faut savoir, c'est pour la petite histoire, que c'est parce qu'il y a eu cette vidéo que j'ai derrière, à un moment, donc c'était 2 ans, 3 ans après, 4 ans après. C'est pour ça que les gars qui créent la Ligue des Optimistes m'ont contacté. C'était pas pour l'optimisme, c'était ça. C'est pour ça que t'es là aussi. C'est pour ça aussi. que j'ai fait de la radio. Ouais. Et donc, pour être tout à fait clair, d'ailleurs, j'en parlais avec mes enfants, tu vois, pas plus tard qu'hier. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, 99% de la totalité de mes activités est une suite, directe ou indirecte, de cette vidéo, en termes d'activité, chiffre d'affaires, notoriété, etc. Et souvent, je dis à mes étudiants, je dis, vous imaginez que ce jour-là, j'avais cours. J'étais fatigué. J'avais une gastro. J'étais pas bien. Et je leur dis, non, désolé, moi je peux pas, mais vous allez en trouver un autre. Ce jour-là, je dirais, si je ne fais pas cette vidéo, ma vie part dans une autre direction. Mais bien évidemment, je le saurai jamais. Et donc c'est ça qu'on doit toujours se dire, c'est ce qui doit nous rendre optimistes, c'est le nombre de mines d'or, de mines de diamants qu'on a raté à un moment ou à un autre en prenant pas la direction. Ça devrait nous... Mais en fait non, c'est génial, parce que ça veut dire que les mines d'or, sous d'autres formes, elles vont continuer à apparaître en permanence. La seule chose que les mines d'or demandent, c'est un minimum d'attention. C'est-à-dire... La moindre des choses que la mine d'or me demande, c'est de l'attendre, quoi. Si je m'attends à rien, c'est ce qui va se passer. Et si je commence à m'attendre à plein de choses, comme par hasard, je crois que c'est Deepak Chopra, le médecin indien, qui disait, on ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais il apparaît que l'intention organise sa propre réalisation. Ça fait partie, je dirais, tu vois, des mystères systémiques du monde. Alors, je vais reprendre une petite anecdote récente qui m'est arrivée. Alors qui est moins heureuse que ça d'ailleurs, mais même qui est très malheureuse. Mais il se trouve que moi je suis pas mal dans cette démarche, c'est-à-dire j'aime bien faire, donc l'intention et aller sur des choses, et donc j'ai toujours ce FOMO, ce fear of missing out, donc cette crainte de louper quelque chose. Et il y a pas un mois, donc on est en janvier 2019, pour fêter les 40 ans d'un de mes amis, on va accomplir un rêve qui est, on aime tous bien skier, qui est d'aller faire du hors-piste déposé en hélico. Première fois, lui est né dans une station de ski, enfin voilà, il l'a jamais fait, et on va faire ça. Je rejoins une bande de copains, et ils étaient là depuis quelques jours avant, et ils me disent la neige est trop pourrie, on annule, on n'y va pas. Et là, tu vois, dans cette démarche d'intention et de choses comme ça, j'ai dit non mais en fait c'est pas grave, elle est pas bien. Et en fait ils avaient déjà annulé. Et j'étais vraiment, tu vois, alors évidemment ça aurait probablement pas changé ma vie. Et encore, tu sais pas, on filme un truc, on fait quelque chose, t'en sais rien. L'hélicoptère le lendemain s'est écrasé. Il y a eu 7 morts. Et tu te dis, en fait, dans ces moments-là, finalement, ces petites choses, c'est peut-être même de ma faute s'il s'est écrasé, parce qu'il a touché, il s'est planté sur un autre avion, sur un avion. Il y a eu un crash en l'air, et donc du coup, on serait parti 10 secondes avant, 10 secondes après, et tout ça. Alors ça, c'est la vraie chance entre guillemets, ou le truc totalement incontrôlable. Là, ce dont tu parles, c'est plus des choses contrôlables. En fait, il y a eu un chercheur qui s'appelle Austin qui a essayé c'est assez drôle, il a essayé de théoriser ça, et lui il est parti du hasard. Donc le hasard, en disant voilà, il y a en fait plusieurs façons de penser le hasard. Il y a d'abord le hasard pur, ce dont tu me parles, c'est un truc qui arrive complètement par hasard. Après il y a la chance, donc là c'est un coup de chance ça t'a évité une malchance, ça a été une malchance pour les autres malheureusement, mais bon, c'est une espèce de hasard un peu isolé. Après tu as le hasard et le mouvement, c'est-à-dire que je me mets en mouvement, je bouge, et d'un instant où je bouge, j'augmente la probabilité qu'il se passe des choses.
Tu vois, c'est j'arrive dans une ville où je connais personne, mais pendant les premiers mois, je prends tout ce qui se présente, même les trucs les plus débiles en termes de événements sociaux, etc. Parce que personne ne me connaît. La seule façon que j'ai de rencontrer des gens, et si possible des gens géniaux, c'est de me bouger, de faire même sans projet, sans rien. Le consultant, par exemple, qui accepte de prendre des missions à pas cher ou presque gratuites pour commencer. Alors après, t'as donc le hasard. Le hasard et le mouvement. Après, t'as le hasard, le mouvement et l'attente. C'est-à-dire que j'attends un truc particulier. Très particulier, mais donc pour ça, parce que j'attends un truc particulier, je me mets en mouvement. Par exemple, j'arrive dans une ville que je connais pas, je suis célibataire, je vais rester longtemps dans cette ville, je bouge, mais moi je voudrais rencontrer, par exemple, tu vois, une femme, mais j'aimerais bien rencontrer une grande brune athlétique. Il est identifié ce mouvement. Donc voilà, donc en fait je me mets en mouvement, mais j'ai le radar qui est orienté sur quelque chose. Et puis tu vas avoir la chance de top niveau, qui est, je vais en permanence, à travers les événements inattendus de toute nature que je vais rencontrer, parce que je bouge beaucoup, reconfigurer mes propres systèmes d'objectifs de façon à devenir ce fameux transformateur, tu vois, rentabilisateur d'inattendu qui est le vrai chanceux. Donc le hasard pur et dur, tu vois, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est peu contrôlable et de toute façon, c'est assez peu renouvelable. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va appeler la personnalité chanceuse, c'est-à-dire avoir un rapport au monde, un rapport aux autres, qui va en fait favoriser la perception d'événements inattendus dont on va faire quelque chose. Tu vois. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la chance, c'est effectivement un peu une espèce de personnalité, de trait de caractère, dans lequel je suis quelqu'un qui va s'ajuster, en tout cas être en mode permanence d'ajustement à des circonstances inattendues, sachant que pour un grand nombre d'entre elles, il ne se passera rien, mais pour d'autres, peut-être, c'est peut-être la chance de ma vie. Plus tu multiplies, c'est l'histoire de ce podcast, hein, plus tu multiplies les choses, plus je faisais les comptes récemment, je voyais qu'en 2 mois, j'avais fait autant d'écoutes qu'en 2 ans. Et en fait, le mouvement, ça c'est quelque chose qui m'anime énormément, c'est très lié d'ailleurs, mouvement et animation, mais tu vois, si je reprends alors on va pas s'éterniser là-dessus, mais si je reprends cet épisode, c'est le non-mouvement finalement. C'est ça qui m'a chagriné, c'est le fait de pas avoir bougé qui a provoqué cette chance, entre guillemets. C'est pour ça que là, on était sur du hasard pur. Ouais, sur du hasard pur. Du hasard pur. Pour rester 2 minutes sur la chance, et puis après je vais te laisser vaquer à tes occupations. Comment on peut se prédisposer à la chance? Alors, je formule différemment, mais t'as expliqué des choses là, hein, le mouvement, un certain nombre de choses. Mais est-ce que en ce moment, on parle de morning routine, on parle je sais pas, de lecture, de sport, de choses comme ça. Est-ce que t'as des éléments concrets clés? De choses à faire au quotidien, je sais pas, qui peuvent aider les gens qui nous écoutent, m'aidez-moi à me dire, Bon. Alors, il y a peut-être au départ quand même, comment te dire, anecdote, il y a pas mal d'années de ça, je présentais un projet dans un comité de direction, un projet très innovant. Tout le monde avait l'air à peu près d'accord, et puis il y avait un gars qui était pour moi un vieux, si tu veux, en fait un vieux, il avait mon âge aujourd'hui, tu vois, et qui lui arrêtait pas de dire, ouais, mais de toute façon c'est une nouveauté, tout ça, mais j'y crois pas, on est dans des métiers de commerce, vous voyez, ce qui compte c'est avoir de la chance. Pardon. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'en ont pas. Et effectivement, avec le PDG de la boîte, qui était un pote à lui, ils étaient rentrés en même temps il y a 25 ans. L'un était devenu le PDG, et l'autre était chef des ventes, de fait. Et à ce moment-là, mais on était 30 dans la salle, il se tourne vers son pote, et il lui dit, reconnais, la chance, ça nous connaît tous les deux, hein. On est rentrés ensemble, t'es d'accord? Ouais. Reconnais que toi, t'as eu de la chance, et moi, j'ai eu moins de chance. Et l'autre, on se démonte pas, parce qu'il aime bien son copain, mais il sait comment il est. Mais devant tout le monde, il a dit la chose suivante. Tu sais, c'est vrai, mon ami. C'est vrai. Toi, c'est vrai que tu n'as pas eu de chance. D'un autre côté, même si tu en avais eu, qu'est-ce que tu en aurais fait? Et là, tu vois, ça a calmé le jeu, parce que la chance, faut au moins lui donner une direction, tu vois. Faut au moins l'aider, quoi. Donc, première idée, est-ce que j'ai des rêves, des envies, des désirs? Ma boussole intérieure, elle m'amène vers quoi? Bon. Parce qu'à partir du moment où j'ai ces désirs, ces envies, peu importe, hein, c'est pour ça que c'est la première des routines, c'est d'écrire, comme dans le roman de la cour, tu vois, la liste de ses envies. Tout, mais la tenir à jour, tu vois. Il faut faire une liste. Il faudrait que tout le monde ait dans son téléphone portable, tu vas dans ton appli Notes, tu vois, et t'as un truc, c'est liste de mes envies. Tout ce que j'aimerais, les trucs les plus fous, tu vois.
tout ce que j'aimerais obtenir, avoir, réaliser, me payer, vivre, expérimenter, un truc, tout ce qui me ferait envie, j'essaie de tenir cette liste à jour, d'autant plus que en la relisant régulièrement, en plus je la mets à jour. Tu l'as, toi? Moi j'en ai une moi, dans le truc, oui, parce que surtout que moi, comme j'approche de la retraite, si tu veux, tu vois, donc le nombre de choses que j'ai envie, c'est incroyable. Donc j'ai envie, c'est incroyable. Donc ça, par exemple. Mais dès l'instant où tu as une liste d'envie, c'est comme si tu réglais ta boussole intérieure vers plusieurs choses. Donc, à partir de ce moment-là, dès l'instant où tu as la deuxième règle, c'est de toute façon l'attention. L'attention au sens de la disponibilité. On va appeler ça comme on veut. La curiosité. S'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas naturellement. Avoir justement des routines de rupture. Chaque fois que je prends le train, je te donne un exemple, chaque fois que je prends le train, je m'achète ou Psychologie Magazine, ou psychologie positive, etc. Bon, l'autre jour, j'ai pas acheté ça. Je me suis dit, tiens, je me suis baladé dans les rayons, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas acheté Science et Avenir. J'ai acheté Science et Avenir, et là je tombe sur un article incroyable sur l'évolution de l'hominisation, bon peu importe, exactement ce dont j'avais besoin par rapport à une conférence que j'étais en train de monter. Hasard total, mais hasard lié à une mise en mouvement. Je suis sorti de ma routine, j'ai fait autre chose. Donc la notion d'avoir d'orienter ma boussole vers des projets, des ambitions, des désirs, des rêves, ça c'est du quotidien, mais avec il y en a, ils font ça en tenant un journal, en tenant la liste de leurs envies. Ensuite, il y a la curiosité, deuxième critère. Se bouger, aller, être en situation de disponibilité par rapport à la connaissance. Tu aimes les bouquins, tu vas à la FNAC, tu vas te balader. Quand on va à la FNAC, on a presque toujours, souvent en tout cas, un objectif. C'est intéressant aussi de se dire, tiens, je vais me faire un cadeau, 15 minutes de déambulation pure et dure dans la FNAC, dans des rayons où je vais jamais. Parce qu'a priori, ça m'intéresse pas. Dans les rayons qui m'intéressent pas, il va y avoir probablement des choses qui sont des choses importantes pour moi en ce moment, mais je ne le sais pas. Donc j'y vais. J'attends de voir ce qui va se passer. Donc tu vois, ça c'est des points clés. Troisième élément, la caractéristique du chanceux, c'est que c'est un diffuseur de chance. Alors ça, c'est un point clé. La chance, c'est d'un truc qui est aussi collectif, tu vois. C'est comme l'optimisme, on a quand même intérêt à le partager. Et souvent, moi, on m'a souvent dit, mais alors, c'est quoi le premier truc pour avoir plus de chance dans la vie? Alors ça, celui-là, je suis sûr de mon coup, parce que ça fait quand même maintenant plus de 40 ans que je le fais. Si on veut avoir plus de chance dans la vie, il faut en être une pour les autres. C'est-à-dire que la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin et ceux qu'on aime à atteindre les leurs. Donc, pourquoi est-ce que celui qui me rencontre aujourd'hui, c'est son jour de chance, il ne le sait pas encore? Pourquoi? Parce que peut-être que grâce à toi, aujourd'hui, tu as quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un qu'il n'aurait jamais rencontré si tu n'avais pas mis ton grain de sel. Peut-être que grâce à toi, quelqu'un va lire un article parce que tu l'as envoyé, tu vois, tu as trouvé ça sur le net, tu envoies à un pote un article, tu dis, écoute, je crois que tu t'intéresses à ce sujet en ce moment, tu te jeter un coup d'œil là-dessus. Et tout d'un coup, ton pote, il découvre dans cet article exactement l'info dont il avait besoin. Donc, tu vois, être un pourvoyeur d'inattendus positifs pour les autres, ça crée en fait tout un tas de graines qui vont générer, mais c'est mécanique, hein, c'est pas moral, c'est technique. Ça va générer de la réciprocité. Si tu passes ton temps à être une chance pour les autres, à un moment ou à un autre, et donc, d'ailleurs, par rapport aux entrepreneurs, on te dit toujours, il faut trouver la bonne opportunité. Non, ce sera toujours temps. Mais, et si je cherchais d'abord, moi, en être une d'opportunité? Pourquoi, encore une fois, les gens qui me croisent aujourd'hui, je suis une opportunité pour eux, et ils le savent pas encore. Ça, ce sont des choses, tu vois, qui vont générer, dans la relation à autrui, un certain nombre d'éléments quand même puissants. Et puis enfin, après si tu veux, l'intention, le mouvement, la disponibilité, la curiosité et le partage, la connexion, le quatrième élément clé en matière de chance, c'est aussi le recyclage. Hein, parce que dans le fond, le vrai chanceux, il vit en mode compost. Hein. Il passe son temps à recycler du déchet de vie, des problèmes, des non, des difficultés, des emmerdements, et en faire quelque chose. Hein. On va rebondir. Grâce à cet échec, grâce à cette difficulté, je vais rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés. Je vais aller m'intéresser à des sujets qui ne m'intéressaient pas jusqu'à présent, et ainsi de suite, tu vois. Et puis une fois qu'on en sera là, il faut juste être prêt à passer à l'acte, sauter le pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que la pire des malchances, tu vois, c'est la chance qu'on a laissé passer. Quoi. Ça, c'est terrible. Donc, sentir quand on est dans ce que les Grecs appelaient le kairos, c'est-à-dire c'est l'instant favorable, c'est maintenant ou jamais.
à cet instant précis, on sent souvent ça, tu vois, quand on est face à un investisseur, quand on négocie un contrat en vente, dans une relation amoureuse aussi, surtout au début, tu vois, tu sens que c'est, voilà, le moment est là, l'heure est venue, et ne pas laisser passer sa chance, c'est en fait ne pas laisser passer le moment où les planètes sont en alignement et où il va falloir prendre enfin le risque de passer à l'action, tu vois. Je reviens sur 2 points sur tout ça, c'est passionnant. Je te remercie vraiment pour ces 4 points et qui sont très très concrets, ce que je cherchais vraiment à voir. Il y a un point qui est intéressant, notamment sur donc j'ai vraiment adoré ce, si on veut avoir plus de chance dans la vie, il faut en être une pour les autres. Mais il y a ce côté de donner, en fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que on donne et à la fois on n'attend pas forcément le retour. Mais jamais. On attend, voilà. Mais c'est autre chose. Mais on peut donner. On peut donner en attendant un retour. Hein. Je dirais c'est le networking, c'est ce qu'en Chine on appelle le guanxi. Il y a aucun souci avec ça. Mais c'est autre chose. Tu vois, c'est une pratique sociale. Très bien. Je suis énormément dans cette approche. Et même si c'est difficile en ce moment pour moi de donner au-delà de manière individuelle, au-delà de ce podcast, parce que j'ai beaucoup de points de contact avec des gens qui m'écrivent et que du coup j'essaye de donner plutôt quand j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent sur le même sujet, d'écrire un post pour dire voilà ce que j'en pense. Mais typiquement, donc je m'inscris vraiment dans cette démarche depuis que je suis entrepreneur et depuis le début, passer du temps à faire des choses pour d'autres en me disant ou pas, mais je pense que dans l'ensemble ça te revient en boomerang. Et récemment, tu vois, il y a quand même une nature humaine. J'ai bossé cet hiver sur tout un pitch. De temps en temps, ces podcasts sont sponsorisés par des marques que je vais choisir parce que je veux pas que ce soit n'importe qui et je veux que ce soit intéressant pour les gens qui écoutent. Et comme c'est nouveau, et pour moi et pour le marché, j'ai quand même pas mal bossé sur une présentation. Et puis je l'ai envoyé pour tester à quelques personnes. Et en fait, je me rends compte que la présentation est bien, mais elle parle pas suffisamment aux gens parce que les gens connaissent pas bien le podcast. Et là, je me dis, en fait, ce que je devrais faire, c'est partager cette présentation à tous mes amis podcasteurs et la donner, parce qu'en fait, ensemble, on va éduquer le marché. Et qu'elle est vraiment bien, et qu'en plus, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont aidé à bosser dessus chez Cosa Vostra, donc elle est belle, tout est bien fait, etc. Mais il y a quand même ce truc intérieur qui dit attends mais merde j'ai bossé quoi pour ce machin et je vais en faire profiter tout le monde. Tu vois c'est pas toujours si simple en fait et c'est comme le partage de ton idée d'entrepreneur. Tout le monde me dit je veux pas la partager, on va me la piquer, on va machin. Et en fait je pense que c'est toujours très vertueux. Oui, mais et ça peut être le cas. C'est-à-dire on ne va peut-être pas le faire pour tout. Simplement je pense qu'il y a certains dès l'instant si tu veux où tu vas partager ou donner certaines choses. Tu as donné certaines choses sans demande de contrepartie, c'est pour une raison très technique. C'est que ne pas demander de contrepartie est la seule façon de favoriser l'émergence de réciprocité inattendue. Voilà. Alors après, derrière, c'est pas parce que on peut être en... Il y a un mode, à un moment donné, de fonctionnement, mais peut-être pas pour tout, tu vois, mais grosso modo... Au bout d'un moment, enfin, mais là, c'est peut-être un problème d'âge, si tu veux. C'est que moi, je te dis ça à 61 ans bientôt. Est-ce que je t'aurais dit ça quand j'en avais 35 ou 40, je sais pas. Mais moi, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, et Dieu sait que j'ai 12 000 projets, mais j'ai vraiment l'intime conviction que tout ce qui n'est pas donné est perdu. J'en suis totalement convaincu. Mais parce qu'en plus, moi, je recrée des trucs en permanence. Donc, j'ai pas de souci avec ça. En revanche, c'est vrai que ça veut dire quoi, tout ce qui n'est pas donné est perdu? Ce qui est vendu... Moi, par exemple, tu vois, j'ai aucune propriété, je n'ai jamais rien déposé en termes de propriété intellectuelle. La quasi-totalité des modèles que j'ai développés, d'autres les ont utilisés, je dirais, ils le font avec ma bénédiction, je m'en fous complètement. Je n'ai pas de... Et quand j'ai commencé à travailler sur l'optimisme, j'étais le seul. Maintenant, il y en a tout un tas d'autres qui travaillent dessus. J'ai un certain nombre de choses comme ça qui se baladent chez les uns et chez les autres. Ça ne me pose, je dirais, ça ne me fait rien. Je suis pas, tu vois, j'ai pas de... C'est sympa de te mentionner quand ils le font. Voilà. Mais en revanche, je suis le premier à dire à quelqu'un qui a une idée de bouquin, etc., quelqu'un, je dirais, pour qui l'idée, si tu veux, n'est pas aboutie. Moi, dans le fond, qu'on me pique des choses qui sont abouties, pour moi, c'est du passé, c'est mort, quoi. En revanche, ce qui est vrai, là où c'est agaçant, c'est soit tu donnes, et moi je donne très souvent à des gens des idées d'innovation, mais je leur donne à eux. En revanche, imagine que je sois responsable d'une activité où je dois inventer un nouveau concept. Je vais pas m'amuser, ça serait invraisemblable d'aller mettre ce concept
qui va me permettre de faire vivre après toute une équipe autour de moi, de le mettre sur la place publique pour des concurrents, là, ça serait aberrant. Mais ça n'a pas la même, ça a pas la même valeur. Si tu veux. Moi, je peux donner des idées de business à des gens, mais comme moi, je suis pas en quête de business à lancer, je leur donne l'idée et puis je dirais qu'elles vivent sa vie et qu'ils soient heureux. Ou bien je peux donner des choses qui sont élaborées. C'est élaboré, ça a fait sa vie, maintenant ils en font ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, là, c'est vraiment, il n'y a pas de règle, tu vois, parce qu'on n'est pas dans la morale. On n'est pas dans la morale. On est dans le discernement. Si je dois venir sur tes routines ou est-ce que tu as des bouquins recommandés, par exemple, qu'il faut absolument avoir lus dans tous ces univers ou dans d'autres d'ailleurs, hein, mais je sais pas s'il y en a qui te viennent en tête comme ça. Qu'est-ce qui... Tu sais, alors là, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors, sur la chance, il y a un livre qui était très intéressant sur la chance, qu'on trouve, qui aujourd'hui on trouve en poche. C'était un collègue anglais qui avait une approche, un peu similaire. Mais bon, c'est un autre regard intéressant. Il s'appelle Richard Wiseman, l'homme sage, tu vois, Wiseman. Donc en anglais, c'était The Luck Factor, et ça a été traduit en français par... Alors je pense que c'est chez Marabout que c'est sorti en français. C'était comment... Ah, il faudrait que là, je vais le chercher. Voilà. Attends, Richard Wiseman, tout ce qu'il a écrit en français sur la chance, c'est vraiment intéressant. Okay. Sur la thématique de la chance, ça c'est vraiment très très bien. Et sur l'optimisme, moi, il y a un auteur qui a écrit des ouvrages sur l'optimisme après moi. Donc, mais quand j'ai vu ces livres, j'ai dit tiens, ça c'est bien, c'est les livres que j'aurais aimé écrire là-dessus. Je suis ravi de mon éloge de l'optimisme, qui a très bien marché, mais c'est le docteur Braconnier, Alain Braconnier. Il a écrit un livre qui s'appelle Optimiste, tout simplement. C'est chez Odile Jacob, sauf erreur. Et il avait écrit ensuite un livre sur l'enfant optimiste, comment rendre ses enfants optimistes, qui sera d'ailleurs un livre que je vais réécrire quelque chose dans les années qui viennent autour de l'éducation optimiste. Mais donc, Alain Braconnier, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait. De même que tu as aussi un autre auteur en France que je trouve absolument charmant et qui a sur tous ces sujets-là, ça s'invente pas, il est psychiatre, c'est le docteur Michel Lejoyeux. Michel Lejoyeux, les 5 clés pour vivre en mode optimiste, je crois, à vérifier aussi, hein, mais qui est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc dans les auteurs français, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été faites. Et puis tu as tous les grands classiques, tu as mon ami Florence Servan-Schreiber avec les kiffs, 3 kiffs par jour, Power Patate, tous ces ouvrages-là. On a quand même pas mal de choses intéressantes, des ouvrages aussi beaucoup plus assez sérieux quand même, mais de Christophe André. Oui. Plus d'ailleurs les ouvrages qu'il a écrits lui-même, hein. Les ouvrages partagés avec Alexandre Jolien et Mathieu Ricard, moi c'est pas ma tasse de thé. Moi, la méditation, tout ça, c'est pas mon truc. En revanche, tout ce que lui avait écrit, Imparfait, libre et heureux, ça c'était Vivre, tout ça c'est très très bien, je trouve. Ok. J'en ai lu un ou deux en effet de Christophe André. Dans ton orga, dans tes applis, dans tes petites choses, t'as des petits secrets, des choses que non. Non, parce que moi je suis pas techno pour dessous. Ouais. Donc j'ai quelques applis, mais c'est mes enfants qui me les ont mises, mais je carbure pas. D'abord déjà, tu vois, moi je suis pas sur les réseaux sociaux. Tu vois, j'ai une page LinkedIn où je vais jamais. Ma page Facebook est inactive depuis avril 2014. Donc moi j'ai vraiment fait, et ça c'est que j'ai commencé à faire ça au début quand j'étais à la radio. Je me suis délibérément sorti des réseaux sociaux parce que je trouvais qu'il y avait quand tu prenais des prises de position, tu vois, un peu raides dans les médias, si tu commençais à regarder les réseaux sociaux, là tu t'en prenais plein la tête, et moi je trouve que je n'ai aucune raison de me rendre malheureux en prenant des torrents de boue parce que ce que j'ai raconté n'a pas plu à Pierre, Paul ou Jacqueline, quoi. Donc j'ai arrêté, et puis surtout je vais te dire, ça me servait pas même en termes de business. J'ai la chance d'avoir beaucoup de demandes qui viennent en direct, et donc t'as une vidéo sur la chance qui fait tout. Grâce à ça, oui, puis celle sur l'optimisme aussi. Non. Et donc je renvoie aussi beaucoup de contacts sur des collègues avec qui je travaille.
Et puis je vais te dire, voilà, moi je préfère, tu vois, passer du temps avec mes enfants, on va regarder une série à la télé, lire un bon bouquin. Je passe pas à part le temps de travail, d'écriture, moi je passe très peu de temps sur écran. Et justement, alors non, deux choses. Du coup, pour te contacter, il faut passer par ton site internet, c'est le plus simple. Il y a même ton numéro, je crois, en ligne, il me semble. Enfin voilà. Oui, il y a sur le site internet, faut que les gens fassent attention. Il faut qu'ils reproduisent l'adresse, parce qu'on a mis l'arobase entre parenthèses. D'accord. Pour éviter le phishing automatique et les choses comme ça. D'accord. Non, par le site internet, il y a mon numéro de téléphone et il y a mon numéro de mail. Voilà. Mais après, moi, je suis joignable. En termes de prise de contact, je suis très ancien monde, moi. Ancien monde des vieilles économies. Voilà. Mais ça me va bien. Vous pouvez passer par moi aussi, si vous voulez. Je ferai les intros. Je fais ça souvent avec différents invités. Vous trouverez tout sur gdiy.fr, le site. Et le site philippegabiller.com, il est vraiment. Enfin, je trouve qu'il est tout ce qu'il faut avoir comme info sur moi est dessus. Sur le site philippegabiller.com, il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des articles qui sont parus. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses, donc on peut y aller. On trouve beaucoup de matière aussi dedans. J'ai bien trouvé ça, en effet. Et peut-être j'espère qu'on trouvera ce podcast bien sûr, je te donnerai le lien. Il sera en bonne place. Et j'avais une dernière question sur le. Si tu avais l'occasion de retrouver Philippe à Bordeaux quand il finit ses études, avant que tu partes dans ce cabinet de conseil, faire du conseil, et que tu pouvais te glisser un petit mot à l'oreille à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais? Je pense que je me dirais, écoute, ça va mettre un peu de temps, mais tu vas vraiment arriver à faire ce que tu as envie de faire. Parce que quand j'ai quitté Bordeaux, j'ai aussi quitté Bordeaux, si tu veux, parce que ma carrière universitaire était à l'époque un peu coincée, parce que moi j'étais en sciences politiques, en fait, comme matière, et à l'époque, il fallait être à la fois docteur et agrégé. Et moi, je pouvais pas, je venais de me marier, tu vois, c'était pas possible. Et donc, j'ai cru à un moment que ma carrière universitaire était derrière moi. Et en fait, non. Il s'est passé 10 ans, 10-11 ans. Et au bout de 10-11 ans, j'ai recroisé le chemin d'une autre structure académique qui était ESCP Europe, en l'occurrence, et c'est reparti. Et manifestement, dès l'instant où c'est reparti, je me suis rendu compte que l'interruption de 10-11 ans, on va dire 13 ans. En gros, j'ai passé 13 ans en entreprise, entre ma première expérience universitaire. Mais dans le fond, pendant ces 13 ans, j'avais appris des tas de choses et qui font que j'ai développé beaucoup plus de choses à l'ESCP dans les matières qui me passionnent aujourd'hui que je n'aurais probablement fait à l'époque. Donc j'aurais dit, attention, j'aurais donné en fait ce vieux proverbe africain qui est, souviens-toi que aussitôt que tu te sois levé, le chemin t'a quand même précédé. Voilà. Donc, des choses formidables t'attendent. Mais reste toujours attentif à ce qui pourrait se passer. Tout ce qui pourrait se passer, toutes tes ressources, quoi. Toutes tes ressources. Je te remercie franchement et très sincèrement merci infiniment de ce temps que tu m'accordes. Moi, j'ai passé un excellent moment à discuter, à échanger avec toi. Moi aussi. Alors, je rappelle à tout le monde et à tous ceux qui ont des boîtes ou entre autres dans tes métiers, tu es conférencier et que tu peux accompagner des entreprises dans des conférences. Moi, je suis surtout conférencier. On peut m'appeler en direct. Toutes les agences de conférenciers de la place ont mes coordonnées, mais on peut m'appeler en direct. Ça coûtera moins cher. Voilà. C'est ça, exactement. Et puis après, donc voilà, on a dit où vous pourrez contacter Philippe. Et je pense que vous le regretterez pas. En tout cas, si vous êtes là encore, j'imagine que vous le savez. Si vous êtes là encore aussi, je le dis à chaque fin d'épisode, n'hésitez pas à noter sur iTunes. Et puis allez, je vais changer un peu de registre, à le partager aussi ce podcast à l'oral, parce que souvent je remarque que quand je demande à des gens récemment sur les réseaux sociaux ou quand ils me contactent pour me donner généralement des messages très sympathiques, je demande comment vous avez connu ce podcast et on me dit souvent c'était lors d'un dîner ou c'est un de mes potes qui m'en a parlé ou voilà. Et donc n'hésitez pas à inscrire de force vos amis sur leur téléphone parce que généralement ils savent pas comment écouter un podcast, c'est encore assez nouveau. Et puis voilà. Et puis je vous remercie vous aussi sincèrement d'écouter ces épisodes jusqu'au bout. Moi je m'éclate, c'est grâce à vous aussi. Donc voilà. À bientôt Philippe. À bientôt et encore merci. Salut tout le monde. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout.
Je tiens à vous remercier de votre fidélité, de vos messages. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez partager cet épisode à 2, 3, 5, 10 amis. C'est peut-être parce que vous l'avez aimé qu'il leur plaira aussi. Vous êtes, j'espère, abonnés. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube, un peu partout. Et puis sur nos réseaux sociaux, on est ravis de vous retrouver toutes les semaines. Vous pouvez aussi me laisser votre email sur gdiy.fr/mail et je vous enverrai l'épisode de la semaine, ainsi que 2-3 bons plans. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.